まんまと大変を巻き起こしおった。C'est nickel. Normalement, Oh, il y a un Tous stream. ceux qui sont la voix. c'est tout On voit le stream sur le gauche. Vous voyez bien? Il y a un sale écho. Ce qui, Je vois. tu On vois, voit, ok. parfait. Ok, parfait. Ah, attends, ça va peut-être charger là, mais. Moi, je vois les affrontements fictifs ou à venir dans Kingdom, c'est parfait. Dès que vous voyez. Shin est beau sous cette image. Dès que tout le monde voit, je commence l'introduction et on y va. Attends, j'ai quoi là? JB, dis-nous hein, quand tu vois. De toute façon, là pour l'instant, je. J'ai quelque chose C'est bon, je je sais pas. Ah, tu. Ouais, c'est. Ah. En gros, c'est mon écran, c'est un diapo. Ok. Vous me dites quand tout le monde voit. Parfait. L'écran, non. T'es prêt, Antoine? Tout le monde voit? Tout le monde? Ok. Ok pour moi. Yuki? Bah. Ah, t'inquiète. Ok, bah, si tout le Nickel. monde voit, je commence. Hein. Alors, étant donné qu'on est enregistré, je vais dire bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être présents et de regarder la rediffusion du coup de cet événement qui est les affrontements fictifs ou à venir dans Kingdom. Alors, pour les non-habitués, c'est actuellement le 3e épisode d'une série d'événements. Le premier étant entre To et Gomei. Et le deuxième, si je ne me trompe pas, c'était Mobu Shoei-kun contre Riboku Shibasho. Voilà. Donc, pour recontextualiser la structure de notre événement, dans une première partie, on va commencer par la présentation des chefs de guerre et de leur armée, ce qui va être important pour le troisième point. Il y a un écho. En deuxième partie, on va revenir plus en détail sur les chefs de guerre en parlant de leurs forces et de leurs faiblesses. Donc une autre partie importante pour le troisième point, qui sera plan d'action que chacun devrait aborder. Donc ce sera à vous, donc les participants, de vous creuser un petit peu la tête, de réfléchir à quel terrain serait le plus avantageux, quelle approche serait la meilleure. Tout ça pour éviter en soi qu'il y ait deux camps qui s'affrontent, c'est-à-dire on va tous réfléchir à quel plan d'action devrait aborder Ozen pour gagner et quel plan d'action devrait aborder Kanki pour gagner. Donc on part du principe que les deux peuvent gagner l'un contre l'autre, même si plus tard... Tout à fait. Le but de cet event vas-y. n'est pas de donner un gagnant. Exactement, oui, voilà. On n'est pas là pour faire de la polémique en mode c'est bon, Kanki va easy win ou autre. Là, on se concentre vraiment purement sur comment les deux peuvent réfléchir et réagir l'un face à l'autre. Alors on vous rassure, ça va arriver ce genre d'événement, mais pas aujourd'hui, pas ce soir on va dire. Donc j'ai un petit peu spoilé, mais le versus d'aujourd'hui c'est Ozen contre Kanki. Alors je précise que sur le Discord de Fumi, on fait des sondages. Alors les sondages ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur des propositions en MP des membres du Discord tout simplement. À moi et à Thanatos, donc Antoine DN et Thanatos. L'objectif étant qu'on récolte le plus de propositions. On essaie d'avoir grand max 10 propositions qui reviennent le plus, comme ça nous fait quand même un sondage pas trop gros. Et comme ça Pas trop derrière, lourd. ouais voilà, pas trop lourd exactement. Et comme ça derrière, on
on peut simplement préparer l'événement. Donc, dans le cas présent, celui qui a gagné, on avait eu 2 gagnants la dernière fois, c'était Mobu, c'était celui du 2e épisode et celui de ce 3e épisode. On a décidé de faire celui-là en 3e. Donc, je pense qu'on peut commencer si tout le monde est prêt. Tout à fait. Ok, c'est parti. Alors, tu commences, Antoine? Vas-y. Ah, tu veux que je commence? Ok, bon, y a pas de souci. Je vais d'abord juste redéfinir vite fait. Donc là, on est dans la présentation des chefs de guerre. Donc c'est bien Ozen et son armée. Je précise que j'ai peut-être un petit peu triché parce que j'ai pris son armée, on va dire, à son apogée. Donc j'ai rajouté quand même Akakin, Kanjo et Maku. Évidemment, je ferai pareil avec Kanki, c'est-à-dire que j'ai rajouté Naki derrière, hein, sinon c'est pas très drôle. Donc, Vraiment armée au plein potentiel, de manière à ce qu'elle puisse effectivement. Qu'est-ce que ça aurait donné vraiment à fond? C'est ça, oui, c'est totalement ça. Alors, je vais d'abord faire ma présentation d'Ozen. Ensuite, je laisserai la parole et après on parlera de son armée, on fera pareil avec Kanki. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, pour Ozen, j'ai quand même recherché vite fait sur le wiki sa première apparition. Donc, il apparaît au chapitre 201 durant l'arc de la campagne pour Sanyo. Donc, en soi, j'ai mis qu'il est montré comme un monstre inconnu, tu vois, étant donné que avant que les armées se rejoignent, il avait quand même pris 8 châteaux, ce qui était 3 de plus que l'armée de Kanki et 5 de plus que l'armée de Mogu. Donc ça, c'est sa première présentation. Ensuite, alors, c'est moi qui l'ai un petit peu interprété comme ça. J'ai mis qu'on a vu en tout 2 versions d'Ozen. Alors, la première, c'est celle qu'on voit à Sanyo et à la Coalition, c'est-à-dire quand il est sur une zone avec beaucoup de forêts et de collines. Et la deuxième, c'est dans des batailles un peu plus classiques sur des plaines. Juste, il y a un écho, les gars, je sais pas si... Mais ouais, quand il est sur des plaines, donc j'ai mis Shukai et Hongo. Donc, pour le décrire très simplement, j'ai mis pur stratège qui se classe comme un spécialiste dans le domaine, tout simplement. Je reviendrai plus en détail dans les forces et faiblesses. Si quelqu'un veut faire sa propre présentation d'Ozen, je vous laisse la parole. Très bien. Donc, déjà, moi, je vais revenir un peu plus en détail sur Ozen. Sur ce point-là, donc de sa première apparition. Sa première apparition, Shin déjà nous dit qu'il est effrayant. Ozen, dès le début, il fait peur. C'est-à-dire que on nous dit effectivement ses résultats. Et malaisant. On sent qu'effectivement qu'il est redoutable. On nous le dit, c'est annoncé, effectivement. Deuxième point important, Ozen est un des généraux dont on a vu au final, parmi les plus d'actions, puisqu'on l'a vu effectivement donc, face à Mogu, avec Mogu. On l'a vu à la Coalition, on l'a vu dans la bataille des Plaines Sanglantes, et on l'a vu dans la bataille d'Ango. Et particularité de tous ces terrains d'opération, ils étaient très différents les uns des autres. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que on l'a vu être à l'aise dans un domaine boisé, ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé, il a même mystifié chez l'archer de Rampa, il a mystifié si Kuen N, il a mis dans un coin. On l'a vu être plus à l'aise cordeau en montagne et exterminer ni plus ni moins qu'une armée de montagnards d'élite. On l'a vu sur plaine parfaitement gérer et pouvoir faire une armée en formation en plein milieu d'une plaine. Et on l'a vu effectivement à Ango. Enfin, un dernier point sur cette idée aussi, sur cette même idée. Ozen, c'est aussi pour l'instant l'un des seuls, avec tout dans les derniers chapitres, on le voit gérer une campagne militaire et d'ampleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, il a Kanki et Yotowa qui ne sont pas sous ses ordres, mais ça reste lui le commandant en chef de l'opération. Donc c'est-à-dire en plus qu'il peut il peut être utile à très grande échelle. Et enfin, sur Ozen, on le sait, c'est dit dès le début, il ambitionne de devenir roi. Et enfin, on nous dit bien que c'est un talent brut qui aurait pu émerger à l'époque des 6 grands généraux, mais qui n'a pas pu le faire à cause de cette raison. Donc, à partir du moment de ces simples éléments de présentation,
On le sait, c'est un homme froid, particulièrement talentueux, et dont l'ambition dévorante peut se révéler très dangereuse. Enfin, il a cette habitude de recruter ses adversaires vaincus. On l'a vu effectivement en Go, où il a pris, et où on voit dans le flashback que c'est comme ça qu'Aku a été recruté, avec quand il l'a battu, et que même, on peut envisager que c'est le cas pour à peu près tout le monde. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Osen. Ok. À part qu'il porte aussi un très joli masque. Honnêtement, ouais, t'as plutôt bien complété ce que j'ai dit. Si quelqu'un, par exemple JB ou Patrice, veulent donner un avis, pas juste décrire le perso, hein, mais genre juste un avis sur le personnage globalement, c'est le moment. En fait, moi, je vais plutôt être plus court en description, c'est-à-dire je vais faire un très gros raccourci. C'est-à-dire que pour moi, aussi bien Houssen que Kanki étaient des très bons seconds, les meilleurs seconds de Mugu. Ils étaient les meilleures mains, les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs de Mugu. Mais à partir du moment où ils deviennent l'élément principal décideur d'une armée entière, ils perdent. Tu voudras en reparler dans les faiblesses du perso? Oui, ok. Ah oui, on a une session de faiblesse, c'est pour ça que j'ai pas accentué sur des points. Non, après, Oui. honnêtement, c'est un point tu peux le mettre dans le profil du personnage. Bon, comme je dis, j'ai beaucoup résumé, hein. J'ai fait un très gros raccourci. Oui, non, mais c'est déjà, honnêtement, c'est déjà bien. Parce Très bien. en fait, celui Bah, qui m'a le plus ouais. vu dans sa défaite, c'est Uzen. Ok. Après, Kanki, on va dire que sa défaite était prestigieuse. Il est mort, mais sa défaite est prestigieuse. Celle d'Uzen, il s'est fait botter les fesses en étant le patron qu'il a toujours voulu être. c'est ça, mais ça, t'inquiète pas, même moi, je les prends en considération dans ces faiblesses, justement. C'est bien que t'en parles, honnêtement. Ouais. Si tu veux, bah, justement, vu que tu as déjà la parole, si tu veux parler de son armée, donner un avis. Sur l'armée de Hussein, tu veux dire? Ouais. Donc, Sa composition? Ouais, voilà, c'est une position, exactement. Oui, c'est ça. Ben oui, comme tu l'as dit, ben, il a recruté à chaque fois, il a agrandi son armée en recrutant les vaincus parmi les châteaux qu'il a vaincus, ceux qui ont accepté de se soumettre. C'est une idée comme une autre. Et je dis bonjour à Viking. Bonsoir. Sors. Vas-y, continue, Patrice. Ouais, pas de souci. Oui, donc c'est une idée comme une autre pour former une armée, mais recruter des vaincus, c'est peut-être pas la meilleure façon de créer une armée forte. Je ne sais pas. Ça c'est mon point de vue par rapport au fait de créer une armée. Si tu veux créer une armée forte, pourquoi recruter des vaincus? Voilà. Enfin. Ok. Après, de ce côté-là, dans la formation, le raisonnement de recruter les vaincus. Bah, c'est un peu un raisonnement, comment dire? J'allais dire élitiste, mais je sais pas si c'est le bon terme. En gros, oui, c'est pratique. Oui, c'est un côté pratique parce que tu réemploies les militaires formés en quelque sorte. Tu as des combattants qui viennent du champ de bataille, qui ont combattu. Tu sais qu'ils savent combattre, tu connais leurs forces et forcément leurs défauts puisque tu les as vaincus. Et donc, tu peux peut-être plus facilement aussi les utiliser quand tu sais où tu peux les envoyer et où tu ne peux pas les envoyer. Oui, c'est exactement ça, oui. Donc, il y a quelqu'un... De quoi? Non, vas-y, continue. Pardon, excuse-moi. Est-ce que quelqu'un veut faire une description de chacun de ses commandants ou je l'ai fait, mais si quelqu'un veut le faire, ça Juste avant, un dernier détail aussi important sur Houssen, c'est aussi comment le personnage, c'est un élément qui revient souvent, mais son armure, par exemple. Oui, son armure représente un ogre, pour ceux qui se posent la question. Son casque à double face aussi. Tout à fait. Tout ça, en fait, c'est pour ça que c'est un élément qui est assez étonnant. C'est que si on regarde les armures des autres grands généraux de Qin, l'armure de Houssen est de loin la plus détaillée.
Oui, l'armure, oui, Avec- elle est très. Le casque à 6 branches, le masque effectivement iconique du personnage. J'espère qu'on l'enlèvera jamais. Et enfin, justement, ce visage d'ogre qui montre effectivement pour moi son ambition. Et à quel point, en fait, il peut. À quel point, comme le fait un ogre dans les légendes, il peut dévorer les gens. Ouais, c'est vrai. C'est un monstre qui va te dévorer sur le champ de bataille. Oui, non, c'est. Oui, non, oui, oui, oui. Moi, j'aime bien ces Est-ce trucs. que je peux dire Tu Oui, veux j'y ajouter vais. quelque chose, JB? Vas-y. Ouais, premièrement, sur l'armure, c'est aussi un signe ostentatoire de montrer sa richesse, sa puissance, son statut sur le champ de bataille. Ça doit calmer et en vrai, il envoie du pâté. En vrai. Donc j'imagine quand dans le manga déjà, il en impose, mais on se met à la place du mec qui vient de se faire étaler par ce mec-là, enfin, du moins par son armée. Ce mec se pointe avec son armure ultra balèze, ultra détaillée, tout ça. Pouf, on doit se dire, ah ouais, quand même, c'est pas n'importe qui nous a éclaté en fait. Donc quand le gars arrive et qui te dit, du coup, je rebondis encore sur le sujet juste avant, quand il recrute parmi ses adversaires, ça donne. Moi, je trouve que c'est pas forcément. J'ai l'impression que c'était mal vu et je peux comprendre que c'est risqué de faire travailler l'ancien ennemi parce qu'il y a des rancunes, parce que plein de choses, il peut trahir et tout ça. Mais c'est aussi une force de pouvoir dire à un ancien ennemi rejoins-moi à côté, on va faire des grandes choses. N'arrête pas ta vie tout simplement là. On a un but, je peux te remettre quelque chose. C'est fort. Moi personnellement, je trouve. Alors, juste avant de redécrire son armée. En fait, c'est la famille Attends. Wu. Quand on regarde, c'est toute la famille Wu qui est assez spectaculaire. Hein. Quand tu vois Uki, déjà aussi la démesure latérale de son armure, on dirait qu'ils ont tous, au niveau de leurs équipements, quelque chose pour se grandir encore plus Bah, en même temps, après, tu vois, visuellement. c'est des clans militaires, tu vois, prestigieux, donc ouais. Ouais. Mais ok. Donc, la famille Wu, je parle de la famille Wu, Uki, Uken, etc. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, moi, Uki, Uken, je trouve ce qui est vraiment marquant, moi, c'est plus le côté poker face, tu vois, avec son masque. On voit à côté de ses lieutenants, c'est le seul qui cache vraiment son visage et il y a tout de suite une différence, tu vois. Sinon, c'est quelque chose qui se fait en fait de recruter les vaincus et ça même, enfin ça rend ton armée plus forte techniquement. Bon, bien sûr, il y a toujours les risques de rébellion, mais en général, oui, ça rend ton armée plus forte. Sinon, Mais justement, on n'a jamais Ouais. vu un seul de ces hommes, même recruter de cette méthode sur Bélé. Et en C'est plus, ça qui est intéressant. Et passons effectivement au commandant, après tout. ok, moi Mais disons que à partir du moment où tu es, malgré tout, hein, il faut penser à l'époque à ce que devaient faire les gens pour pouvoir se nourrir. À partir du moment où ce sont des combattants qui sont dans une armée, ils sont logés, nourris, blanchis en quelque sorte. Donc s'ils font partie d'une armée forte, gérée par une famille riche, bah, ils savent qu'ils vont avoir déjà à manger tous les jours, ou enfin suffisamment de toute façon, et qu'ils pourront aussi nourrir leur famille avec leur salaire, en quelque sorte. bah, c'est ça. Donc Après, ça peut prendre du temps, mais au bout d'un moment, il y a plus à perdre, à trahir qu'à rester dans l'armée. c'est ça. Après, il y a juste un mystère par rapport à ça, je trouve. C'est quand on voit comment Aku et Denrimi suivaient Oken dans son rêve. Bah, le problème, c'est que enfin, son rêve et la manière dont il veut le faire, on la connaît pas, donc c'est encore assez flou. Mais on voit qu'il y avait vraiment enfin, ils suivaient leur seigneur par conviction et pas juste pour intérêt, tu vois. Oui, mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que avec notre mentalité, on va dire actuelle et mentalité européenne,
on ne pense pas de la même façon qu'une société féodale qui divinise les autorités. Donc en fait, ils ont affaire à un dieu de la guerre. Donc eux, ils sont inférieurs à un dieu ou un dieu de la guerre. Donc ils vont obéir à un dieu. Et Ça joue aussi. enfin, oui, il y a aussi une notion de religieuse, on va dire, quasiment, on va dire. On va dire un seigneur. Ça En fait, rentre. je vais quand même partir sur les commandants, comme ça on avance dans Oui. l'event. Mais merci pour pour la prise de parole. Attention. Bah, du coup, j'ai pris dans l'ordre où on les voit apparaître sur le terrain. En premier, j'ai mis Maku. Donc, malheureusement, celui sur lequel on a le moins de prestations. C'est-à-dire que ça semble être un bon commandant pour assez classique, tu vois, pour enfin oui, c'est ça, pour manœuvrer directement sur le terrain. La seule manœuvre qu'on doit vraiment faire, c'est une attaque surprise en plusieurs vagues, où lui-même charge en première ligne sur la première vague. Et c'est à peu près tout, tu vois. Genre, c'est simple et efficace, mais malheureusement, disons que sa mort dès le jour 1 n'a pas aidé à illustrer le personnage. Sinon, à part ça, on a le premier commandant de l'armée, Aku. Alors lui, il est un peu plus complet que son ancien collègue, donc moi, j'ai mis guerrier valeureux. Alors, je suis quand même allé relire vite fait ce qu'il a fait sur le Pen de Shukai, parce que c'est quand même la bataille référence, vu que c'est celle qui introduit l'armée. J'ai mis qu'il était excellent pour enfoncer les lignes ennemies, étant donné que son armée, elle est totalement disciplinée et conditionnée pour ne faire aucune différence entre les soldats ennemis et alliés blessés sur le terrain. On nous dit que c'est quand même quelqu'un d'assez offensif, donc qui aime bien attaquer avec plusieurs vagues simplement. Et j'ai quand même pris en compte, alors c'est pour ça que j'ai pris en compte Akakin et Kanjo, parce que généralement, enfin c'est ce qu'il a fait avec Uon en tout cas, il garde une armée entre guillemets en réserve pour justement réagir à des possibles attaques, par exemple sur les flancs de l'adversaire. Donc ça serait plus le rôle pour moi d'Akakin et Kanjo, même si j'en parlerai plus tard. Et bien sûr après le côté défensif, donc avec sa formation, ce qu'ils appelaient des articulations. En fait, l'armée, elle est formée en plusieurs groupes joints qui, en gros, fonctionnent avec deux rôles différents. Un pour encaisser et l'autre pour soutenir et empêcher que l'armée se brise. Et c'est assez complexe, je crois, à comprendre. Enfin bref. Ensuite, alors eux, je les ai mis ensemble. Il y a Denrimi, Soho et Shiryo. Donc leur rôle, ils constituent principalement l'armée centrale. C'est eux qui vont tâter le terrain et permettre à Ozen d'analyser justement les manœuvres de l'adversaire. Ça se fait surtout grâce à Soho et Shiryu qui ont plus un rôle offensif qu'autre chose, je trouve. Ce qui permet justement d'équilibrer le tout. Et alors, Shinsho, lui c'est un peu compliqué vu qu'on connaît son nom depuis l'arc actuel. Mais alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai mis que globalement c'était peut-être l'armée la mieux constituée qu'on ait vue par rapport au Qin. Si certains Par vous rapport à ce qu'on a vu dans les armées du Qin en gros, donc je prends pas celle des autres États, hein, juste. Oui, oui. En fait, c'est que chacun a sa petite case. C'est-à-dire en gros que en fait, son armée fait très moderne. C'est-à-dire que t'as les pièces offensives, les pièces défensives, les pièces qui sont là en soutien, ainsi de suite. En gros, il a vraiment son armée centrale, un côté défensif et assassin avec Denrimi, parce qu'on oublie souvent cet aspect de Denrimi que on l'a vu utiliser plutôt des stratégies de défense, mais il nous dit bien, les gars, notre mission, nous, c'est d'aller chercher la tête des généraux ennemis. Et encore, hein, parce qu'il commence avec une offensive, là, tu sais, la formation en serpent, là. Oui.
Tout à fait. Donc voilà, donc résultat, t'as vraiment chaque commandant a sa petite case où il est brillant dans son domaine. C'est ça, oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur. Le regardez qui n'a pas trop parlé. Yuki, t'as pas trop parlé du coup. Étant donné que... Alors, pour moi, il faut rajouter deux choses à ce que tu as dit, même si c'est plutôt doublé. Il faut rajouter le fait qu'on ait quand même dit Daku qui était capable, qui était capable de copier certaines des stratégies de Zen, et même de les comprendre, hein. Ça on l'a dit. Même d'ailleurs, il me semble que Muken a clairement fait des compliments sur ses capacités stratégiques. Certes, on n'est pas grand-chose, c'est déjà un point à souligner. Et en fait, pour moi, c'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que son armée est quand même très équilibrée et très bien construite. Il a vraiment réfléchi à qui mettre dans son armée et pour faire quoi. Tout le monde a un rôle assez précis et le joue plutôt bien, en fait. Bon, la seule exception, ça serait Ango, mais c'est pas vraiment une exception. Et son armée, elle est très bien faite dans ce sens-là et elle accompagne très bien Uzen parce que il y en a aucun qui va le gêner, tu vois. Tout le monde va se servir Uzen. Et ça, c'est quand même assez important, surtout quand on compare à Kanki, du fait que son armée, elle soit vraiment faite pour lui et qu'elle marche pour lui. Et quand il a son armée au complet, vous regardez la bataille contre Reiboku, la première bataille contre Reiboku, c'est vraiment très monstrueux. C'est vraiment très efficace. Alors, certes, c'est peut-être pas l'armée la plus offensive du manga, c'est pas l'armée la plus défensive du manga non plus, c'est peut-être pas l'armée la plus tactique du manga non plus, mais ils sont quand même très très bons partout. Et c'est assez compliqué de leur faire un match-up défavorable, surtout au complet. C'est ça en fait, c'est surtout l'action de match-up en fait qui va. Mais ça on en reparlera plus tard, bien sûr. Merci Yuki. C'est pour. En fait, je voulais reprendre sur ce que tu viens de dire, dans le sens où, dans une confrontation Kanki ou Sen, je pense qu'Usen serait désavantagé du fait qu'il est trop calculateur. Et que. Pas tout de suite, Kanki... ça, on fera ça dans le match-up. C'est ça après. D'accord. Je vais essayer de suivre le plan. Je vais essayer de suivre le plan. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Viking, si tu es là, tu as rajouté quelque chose ou tu veux directement après faire sur Kanki si tu es là, bien sûr. Non, là, comme ça, je vois pas spécialement ce que je pourrais rajouter. Ça avait tout dit, je pense. Si tu veux, je fais vite fait une présentation sur Kanki et je te laisse compléter direct après. Pourquoi pas? Ok. Parfait. Bon, maintenant on va présenter Kanki, le boss. J'ai pas trouvé d'autres images où vous les voyez tous ensemble, à part le tome 69. Je crois pas que... Eh bah, c'est bien, on aime bien, le tome est beau. Voilà. Achetez les tomes. Non, ça c'est... C'est le mec qui fait une bande-annonce pour... Bref. Alors ouais, Kanki lui il apparaît plus tôt, il apparaît au chapitre 198. Et alors j'ai mis qu'il est montré directement comme un talent équivalent aux 6 grands généraux de Chin. Et qu'il est présenté comme un militaire extrêmement cruel et violent. Mais, alors ça veut rien dire, mais j'ai mis une logique imprévisible. Je détaillerai plus tard. Si certains veulent... Ah bah, Viking du coup... En vrai, par rapport à Kanki, déjà, on peut parler du fait qu'il est imprévisible, comme tu as dit. En plus de ça, en termes de stratégie, on a pu voir aussi qu'il n'est pas à la ramasse. Il passe pas tout sur du bluff ou sur ce genre de choses. Il a quand même un bagage militaire, on va dire, du fait qu'il était bandit, etc. Et au niveau de lui, en vrai, je sais pas trop quoi rajouter, mais vis-à-vis de son armée, je dirais qu'il a vraiment un gros point fort au niveau de Zeno et Raido, en vrai. Je trouve que c'est vraiment ces gros jokers. Alors, Et que ça peut vraiment faire la différence, surtout contre Kanki, contre Usen, pardon. Ok, on en reviendra plus tard, mais ok, non, c'est ok, pas de soucis. Quelqu'un veut rajouter Vas-y, Yuki. Même pas avec son armée. Hein. Pour moi, il y a un élément qui est assez important qu'on nous montre au début du manga et dont on ne parle pas assez. C'est qu'au départ, Kanki, avant qu'il soit général, on envoie Mogo avec quand même une très grande armée dans les montagnes où il est logé pour justement le déloger, poser des problèmes à Kin.
et qu'il a quand On même l'arrête. réussi. Il a quand même réussi à arrêter Mogu et toute son armée, alors que son armée a été quand même plutôt balèze, hein, on va pas se mentir. Il y avait beaucoup de noms comparé à Kanki. Hein. Ça, c'est pas se cacher derrière des racines de dire ça. Bon, ok, clairement Mogu n'est pas niveau Kanki. Bon, il y a personne qui va l'avancer même dans les commentaires, enfin, on espère. Mais tout de même, c'est quand même un très très grand fit en soi. Alors qu'il est même pas général à l'époque. Et il faut pas oublier que comme Zen, il recrute ses hommes entre guillemets lui-même. Alors lui c'est plus particulier parce qu'il a vraiment un cercle sur lequel les recruter. C'est le même principe. Mais pour moi, il reste quelqu'un quand même avec, comme a dit d'ailleurs Viking, quelqu'un avec beaucoup de, force stratégique. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quand même a réussi à arrêter Mogu, qui, bon, ok, il est pas excellent en stratégie, mais on nous dit quand même que c'est quelqu'un qui maîtrise les stratégies de base. Avec très très peu de soldats à l'époque. Donc c'est quand même quelqu'un qui a, on va dire, une capacité d'utiliser des ressources très très forte. Dans toutes les situations quasiment. Très bien. Moi aussi, je vais rajouter quelques petites choses sur Kanki. Alors, comme Hussein, bah, ça tombe bien, on l'a vu dans pas mal de terrains, Kanki. Et évidemment, en tant qu'ancien bandit, il est ultra à l'aise dans les... Il est ultra à l'aise dans les forêts et dans les collines. De toute façon, on l'a vu, sa grande bataille d'introduction, c'est les collines de Kokuyu. Hein. Et enfin, alors, Kanki déjà est le général qui a les actions les plus impressionnantes du manga. Il a le coup de génie de toujours de faire des coups de folie qui seraient impensables pour d'autres. Parce que, bon, bah, on va revenir rapidement sur ses exploits. Il a pris la tête de Genpo, puis pris le QG de Wei. Genpo, quand même, un des grands hommes de... un des 4-3 célestes, quand même, de Rempa. Ensuite, résultat, il est le premier à avoir... à la coalition, on le sait tous, il est allé chercher la tête d'un des commandants de la coalition, descendant du mur pour le faire. Il a pris la tête, il a réussi à capturer les collines de Kokuyu. Bon, bien aidé par Shin qui allait prendre la tête de Keisha, mais il a mystifié Keisha. Il a pris la tête de Kosho, avec une armée, alors que l'adversaire l'a affronté avec une armée 3 fois plus nombreuse, et malheureusement, on le sait, il a perdu la vie face à Riboku. Mais il a on peut peut-être le dire, le palmarès le plus impressionnant du manga à l'heure actuelle. En termes de référence, oui, c'est clair. Et ses actions en tant que telles, on le sait, son surnom c'est Kanki le décapitateur. Et il est connu pour des actes de cruauté. Et ces actes de cruauté sont à la fois motivés par sa folie, mais aussi par un sens tactique hors du commun. Il est honnêtement l'un des adversaires les plus compliqués à affronter, et c'est pour ça qu'on peut se référer à cette phrase de Riboku. Nous avons vaincu le plus fort des 6 grands généraux. Ok. N'oublie pas le peut-être. Mais sinon, juste, je vais revenir vite fait sur son armée. Parce qu'elle est quand même assez spéciale. Attends, un tout petit dernier point. Ah, dis-moi, vas-y. Juste avant, parce qu'un tout petit dernier point. Là où j'avais dit que Hussein, c'était son armure qui était travaillée, celle de Kanki, il est assez peu finalement, à part effectivement cette espèce de fourrure qu'il a autour du cou. Mais c'est là aussi pour surtout mettre en avant son visage. Il est beau. Vraiment, c'est vraiment très beau. Dans le sens où on sent que le personnage a été construit et fait pour avoir une belle gueule. Et c'est là pour renforcer son charisme naturel. Là où Hussein, lui, monte sur son armure, son charisme, sa richesse et sa puissance, Kanki, c'est juste sur son visage. Et ça suffit largement. Validé. Ouais. Juste du coup, oui, je vais refaire vite fait un petit récap de son armée. Du coup, on a Maron qui est le stratège classique. Hein, il a quand même des solides bases en stratégie, en tout cas une compréhension de la guerre. On l'a notamment vu surtout sur le terrain Kokuyu, donc où ils sont présentés. Raido, je l'ai trouvé classique mais efficace pour suivre les ordres et se mouvoir dans les terrains comme Kokuyu justement.
Zeno, je sais plus ce qu'il a dit, mais bah, c'est la hache de l'armée, hein, tout simplement. Donc, il sert principalement à renverser des situations désavantageuses grâce à sa puissance offensive et martiale. Alors, Koku, je suis quand même allé revoir parce que j'étais assez curieux de revoir sa prestation justement à Koyoku. Et en soi, c'est quand même une bonne tacticienne, tu vois. Elle a quand même une bonne gestion de son armée. Et surtout, elle a quand même une bonne déduction, je trouve. Parce que, elle se rend compte que l'une des têtes qu'il faudrait absolument prendre, c'est celle de Kizui. Alors, c'est pas pour être méchant, mais j'ai mis Ringyoku et Ogiko. Ils sont là. C'est bien, ils sont là. Si quelqu'un voudra rajouter quelque chose après dessus, pas de souci. Ah, je te rassure, on va avoir des problèmes avec certains fans de l'inconnu, là, ça c'est sûr. Le Shuma, et avec son clan, on le voit tout en haut à gauche. Bah eux, à la base, on les voit comme un petit peu comme une garde rapprochée, à leur introduction. Et ils sont principalement utilisés pour deux fonctions. Alors la première, c'est faire tomber le QG ennemi, ou prendre en embuscade un adversaire qui est sorti de son QG, justement. Alors Naki, j'ai mis quand même assez classique sur le terrain, mais il est quand même utile pour tout ce qui est track et dépistage. Et on a le clan Saki pour le soin et la torture, donc qui a un impact sur la guerre d'information. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la Maître Kanki, un avis, faites-vous plaisir. J'ai regardé qu'il n'a pas trop parlé. Dokeyama, je sais pas si tu es là. Sinon, JB, si tu es présent. Pas grand chose à dire de plus. Hein. Bah écoutez, si... Bah. Vas-y. Alors, et quand même, on va parler effectivement que lui aussi, si Kanki a une armée où il y a un peu moins d'organisation. C'est-à-dire que, on le sait, Raido c'est le bras droit, Marron c'est le stratège, et par contre le reste, comme on l'a dit, Zeno et le clan Shuma c'est les haches et l'épée de Kanki pour buter les gens. Bah, je rajoute quand même que donc effectivement Kyoku, on l'a vu avec ses cavaliers, c'est une troupe qui est là pour harceler. Lui, il est là pour harceler les troupes adverses. On le voit effectivement avec ses cavaliers, ils sont hyper mobiles, et c'est conçu pour, c'est fait. En gros, en fait, toute cette armée, elle est constituée pour aller avec la stratégie Kanki. C'est-à-dire que surtout, ils sont pas faits pour. Ça, on va gentiment arriver aux stratégies des personnages. Ils sont pas faits pour tenir des positions classiques ou faire des trucs classiques. Chacun a son rôle pour atteindre l'objectif toujours final de Kanki, prendre la tête du général adverse. Ils sont tous là pour ça et chacun remplit son rôle pour l'atteindre. Donc en gros, on va pas compter sur, à part à la limite effectivement, comme on l'a dit l'archer qu'on a vu faire 2-3 stratégies défensives. Ça va pas être des spécialistes de la défense. Tout est fait pour aller tuer le général ennemi. Donc toute cette armée est orientée vers ce point-là. C'est ça. Et en cela, évidemment, en tant que bandit, ils manquent tous d'éducation principale à la stratégie, à part Marron qui est stratège. Stratège aussi efficace qu'Eki. C'est beau. Selon certaines situations. Je reviendrai vite fait de ça, notamment dans les faiblesses. Si quelqu'un a quelque chose... si personne a quelque chose à rajouter, je pense qu'on peut passer sur les forces et faiblesses de chacun. On peut y aller. Alors, j'ai repris des cases, des cases qui expliquent un petit peu le talent des personnages. Donc, on revoit sur Kanki où on nous dit qu'il a le talent équivalent à celui des 6 grands généraux de l'époque. Riboku qui dit peut-être, qui vient de combattre le plus fort des 6 grands généraux de Qin. Et par rapport à Ozen, ce dernier à l'époque avait été reconnu par l'un des grands généraux de Qin, ni plus ni moins que Kosho, qui était l'unique spécialiste en stratégie, enfin, en tout cas comme ça qu'il est présenté, et qui, selon ce dernier, l'actualité stratégique de Ozen était équivalente à celle des 6 grands généraux de l'époque. Donc,
Qui veut commencer? Je peux commencer si vous voulez. Les forces et faiblesses. Enfin, on va faire les forces d'abord d'un des deux. Et après, on passe à faiblesse. Et après. Ah. Je vais comment. Si tu veux, on peut tirer ça à pile ou face, hein, mais je veux bien s'occuper des forces et faiblesses de Houssen, Je ferai ce si tu le désires. Ah, enfin. Parfait. Ouais, vas-y. Et après, ouais, vas-y. Allez. Alors, comme je l'ai dit, Houssen, c'est le général à l'aise partout dans tous les milieux. Ça signifie que, vraiment, on va pas le prendre en défaut sur, effectivement, en forêt, en montagne et en plaine. Il n'y a pas de terrain qui lui est vraiment très désavantageux. Deuxième point, il est compétent dans beaucoup de domaines. On l'a vu dans la gestion d'une armée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrête l'armée en disant « Ah, il va pleuvoir ». Les mecs, s'ils courent sous la pluie, ils vont être alourdis, ils vont être fatigués. Je préfère qu'on monte le camp pour éviter ça. On le voit être capable de créer un plan dans une situation absolument en pleine bataille. Genre, il crée un plan alors que tout le monde est en train de se battre autour de lui, il se pose juste devant la carte. Et en plus, il te sort derrière une stratégie incroyable. Il est capable de penser, il est capable de penser donc à courte, moyenne et longue distance. À savoir que il envisage donc dans la bataille des plaines de Shukai, il envisage une formation aile de grue rouge en plein milieu du champ de bataille. Comme on le voit penser à un plan pour prendre Gyu, en prenant en compte tous les aspects autour, afin d'arriver à prendre une ville imprenable. Tout en ayant anticipé ça dès le début de la campagne, en disant ça serait bien que la nourriture arrive de qui. C'est-à-dire en plus qu'il envisage aussi dans un contexte diplomatique. Enfin, Rempa nous le dit lui-même, quand il poursuivait Akuki, il arrivait devant des forts imprenables, et on tombe sur effectivement Houssen avec des forts imprenables. Houssen est donc aussi un excellent constructeur de forts, qui sont une part intégrante de sa stratégie. Dommage qu'on les ait pas vus depuis longtemps. On a beaucoup cru à la théorie Ango qu'il y aurait une petite forteresse de Houssen dans un coin. Finalement, c'est Riboku qui l'a fait. Mais voilà, il construit des forts sur ce point-là, et des forts quasiment imprenables. Et en plus, ces forts sont intégrés dans une stratégie en disant que, ok, les forts c'est bien, et il envisage même que ces forts soient pris pour pouvoir envisager derrière de porter un coup décisif à l'adversaire. Donc c'est un tacticien extraordinairement redoutable, avec une armée parfaitement équilibrée, compétent dans énormément de domaines, un stratège absolument effrayant à affronter. S'il n'avait pas un gros défaut. Tu veux parler maintenant? Si tu lui fonces dessus, ouais. Je vais revenir sur la faiblesse qu'on a repérée à Ango, parce que c'est le problème, c'est la faiblesse qu'on a le plus vue et que je sais a fait beaucoup parler sur ce Discord. N'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est il s'est fait avoir juste parce que Shibasho lui est basiquement rentré dedans. J'ai souvent fait la blague, mais il s'est pris un 42 tonnes et c'est terminé. Ça, c'est bien le problème, c'est que Houssen avait un plan, évidemment, en Go, sauf que très vite son plan a été supprimé, et le temps qu'il en fasse un plan, Shibasho était là. Donc, il semblerait que ce soit son plus gros point faible, c'est que il aura du mal à affronter les purs martiaux, les générales, effectivement, qui se battent comme des guerriers, et il semblerait qu'il ait du mal à vraiment... Il lui faut quelques secondes pour réfléchir à un plan, et s'il est face à une force incommensurable, il aura du mal à... On a bien vu l'élévation qui était sa stratégie anti-charge, elle n'a pas fonctionné. Et dans ce genre de cas, il se repose sur son armée et ses qualités. On l'a vu avec Aku et Sou. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisant contre des adversaires réellement puissants. Et juste sur les faiblesses de Houssen, je rajouterais quand même les faiblesses de ses généraux, parce que comme on a vu aussi leur point faible à eux, et c'est aussi important dans une armée, c'est qu'on a vu Maku était un formidable gestionnaire d'armée et il a parfaitement géré sa multicharge, et ils auraient tué Kusui s'il n'avait pas l'intelligence de se balader sans son arme sur le champ de bataille. Ça c'est une erreur. Bon, il pouvait pas s'attendre à ce qu'un Riboku sauvage apparaisse, ça c'est sûr. Mais c'est un souci effectivement au cœur même de sa stratégie. Bonsoir Kaloulou. Enfin, Aku, on l'a vu être un formidable guerrier, mais il a une tendance à trop vite céder à ses pulsions. C'est-à-dire qu'on le voit
Usen fait tombe pas dans le piège, Aku poursuit Riboku sans se poser de questions. Après, c'est pas une erreur tactique, soyons très clairs. Fallait poursuivre Riboku, t'allais pas le laisser traîner dans un coin. Mais il peut se montrer impulsif et ça peut lui porter préjudice. Dendrimi, on a vu Dendrimi mis aussi son dernier point faible. Lui aussi a une tendance un peu à la précipitation parce qu'on le voit vraiment être actif, vraiment essayer. Et pour un stratège, il a pas l'air très calme. Ça va beaucoup de stratèges. Voilà. Si quelqu'un va rajouter quelque chose sur American. Juste, parce que je crois que Patrice et JB... Je voulais juste rajouter vite fait un avis sur les forces et faiblesses. Et après, je crois que c'était Patrice qui voulait parler. Je vais d'abord commencer par les faiblesses, du coup. Moi, j'ai mis qu'il pouvait potentiellement... Alors, c'est pas un défaut dans le sens où ça n'arrive qu'à lui. Mais il pouvait manquer de réactivité. J'ai mis qu'en fait, il pouvait manquer de réactivité lorsque le champ de bataille atteint son apogée très vite. C'est justement quelque chose que, selon moi, il cherche à éviter, tu vois. Et du coup, derrière, il peut se faire prendre de vitesse si, j'ai mis, entre guillemets, cherche absolument à tâter le terrain et à analyser la manœuvre ennemie avant tout. Et je parle principalement de l'armée qu'il a en face de lui, pas celle autour. Par exemple sur les ailes, etc. Et on l'a vu avec Ango, je crois qu'il en a parlé, il peut mettre du temps à changer son game plan et il se retrouve vite aliéné par son rôle de stratège dans le sens où, comparé à un Riboku, lui ne se déplace pas de son QG une fois que la bataille est engagée. Après, au niveau des forces... Sauf pour servir de Pardon? Je dis Riboku ne se déplace pas sauf pour servir de leurre. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui. Lui, mais Pour je vois, démarrer c'est- le plan. Oui, c'est ça. Après, au niveau des capacités, enfin des forces, pardon. Après, j'ai mis capacité d'analyse excellente. J'ai quand même précisé que, tu vois, genre sur les terrains un peu boisés, lui aussi, tu vois, il fait ce qu'il y a de plus utile, c'est-à-dire, il va chercher à frustrer et berner l'ennemi. Alors, il le fait principalement quand il est sur une position défensive. Donc, il va d'abord reculer, il va même ne pas hésiter à désengager. Derrière, on l'a vu avec Kyoen et Renpa, et c'est parce qu'il cachait un fort plus loin. Et avec Ordo, c'était pour mener une embuscade. Après, sur les plaines, c'est assez classique. J'ai quand même mis que, parce que je m'en souvenais pas ça, il a quand même cherché sur les plaines de Shukai à un petit peu tendre la pêche à son adversaire pour justement derrière permettre à Maku de charger avec la- sa multi-attaque, là, comme je crois, comme tu as dit, Kizui. Mais en soi, ça reste très classique dans le sens où il tâte le terrain, il cherche à analyser les réponses de l'adversaire et il va contrer. Et pour moi, c'est principalement son approche de la guerre. À côté de ça, je crois que tu l'as dit, Thanatos, mais disons que c'est sûrement celui du membre du système des six grands généraux qui comment dire, devrait le mieux profiter de sa liberté de guerroyer, étant donné qu'il est capable de mener et de planifier une campagne militaire. Et alors oui, dernier truc sur son approche, et après je vous laisserai la parole, je me tais. C'est, j'ai mis en gros qui porte un grand intérêt sur ses cartes à disposition et que lui-même, c'est pas un stratège qui va chercher à aller prendre la tête du commandant ennemi lui-même. Ça, c'est de ce que j'ai vu, enfin, de ce que j'ai analysé et compris. Lui, sur l'armée centrale, il va surtout chercher à contrer et prendre l'avantage. Mais il va principalement profiter de ses ailes pour aller chercher le QG ennemi. Ou alors une armée extérieure à son armée centrale. Et pour moi, c'est important à prendre en compte dans le profil d'Ozen. Donc, voilà. Justement, c'est ça qui est intéressant.
justement, j'allais venir sur ce dernier point. Là, c'est là où on voit la différence entre les deux généraux se fait là-dessus. Hussein n'a pas pris la tête d'aucun général qu'il a affronté. De tout le manga, de toutes les batailles qu'il a fait et qu'on a vu mener, il a jamais cherché à tuer le général adverse. Bon, évidemment, on le sait qu'il veut les recruter, mais c'est là qu'on voit la différence. Il va pas chercher, il va prendre l'avantage, mais pas essayer, il va pas avoir une technique d'assassinat pour aller buter, effectivement, pour aller buter le général. D'accord avec toi, parce que quand il affronte Ordo, il cherche clairement à le tuer. Hein. Donc, Ah non, non. Après, il ne sait pas, mais ça se... Il sait qu'Ordo n'est pas au milieu des hommes quand il tire dessus. Ensuite, il dit non. Je te parle de quand il envoie son espèce de commandant, là, dont je sais plus le nom parce qu'il a littéralement fait 20 secondes, il lui dit clairement, va chercher la tête d'Ordo, et le gars dit clairement, je vais chercher la tête d'Ordo. Après, il veut le tuer. Tout à fait. Donc, ça marche Mais en pas, gros, Non, il voulait le capturer. Il va, en gros, Attends, qu'est-ce que il voulait le capturer. Hein. Ah, ok. Oui, c'est vrai, je vous dis rapidement parce que je veux dire, parce que j'avoue que ce n'est pas forcément très clair. En gros, ce que je voulais dire, c'est que Hussein peut envisager de juste contenter de détruire l'armée adverse, de détruire une aile ou de tuer les hommes. Là où Kanki, lui, va vraiment se concentrer sur ce point de je veux buter le général adverse. C'est en gros ces deux approches différentes de la guerre. Voilà. Et on peut passer aux forces et faiblesses de Kanki. Attends, juste. J'avais un truc à rajouter. Voilà, oui, quelqu'un va rajouter, ouais, je vais dire, merci. Voilà, j'avais un petit truc à rajouter sur les armes. Pour moi, la faiblesse que tu as dit tout à l'heure, en est une que dans Go. En fait, dans Go, c'est tellement particulier qu'il fait que ça en devient une faiblesse. Pour moi, Uzen, je ne suis pas sûr, alors ça on ne sait pas parce qu'il y a pas eu le cas, que face à un perso vraiment très puissant, on va dire, imaginons vous, hein, ou même d'ailleurs, on reprend notre cher homme de Sekiro, là, enfin toute l'armée de Seika si tu veux, est-ce qu'il reperdrait? Je ne sais pas. En fait, pour moi, ce qui a fait qu'il a perdu, c'est déjà de un qu'il a trop d'ego. Et un de ses plus grands défauts pour moi, c'est qu'il a beaucoup trop d'ego. Enfin, c'est pareil pour Kanki, donc sur ce coup-là, le défaut est partagé, on va dire. Et aussi qu'il avait vraiment peu d'informations, enfin vraiment que très très peu. Pour moi, ce qui fait vraiment la force de Zen, c'est sa capacité avec des informations à faire quelque chose. Par exemple, il arrive quand même à prévoir le fait qu'il beaucoup n'aura pas de renfort de l'armée royale. Alors que le gars, il connaît pas beaucoup ça, il a quand même réussi à prévoir ça. Donc, est-ce que s'il connaît l'armée qu'il a en face, pas forcément la force, entre guillemets, mais déjà la capacité destructrice, il fait pas autre chose, ça je ne sais pas, tu vois. Donc pour moi, c'est une faiblesse en gros, parce que déjà il y a Riboku, hein, faut pas oublier, hein, le plan de Riboku fait que c'est encore plus une faiblesse. Si tu gardes Aku au centre et potentiellement des renforts de Won et Shin, c'est pas le même Ango dont on parle, tu vois. Et en plus, il ne faut pas oublier la grande manipulation de l'information de Riboku. C'est dit dans le début de l'arc que Riboku fait tout pour que Uzen ne sache rien. Donc pour moi, est-ce que c'est une faiblesse? Je ne sais pas. Enfin, oui, c'en est une dans Go. Hein. Est-ce que c'en est une globalement? Je ne sais pas. Pour moi, la faiblesse, la vraie, que j'identifie, hein, c'est celle du fait qu'il est clairement meilleur sur des guerres de très longue durée que sur un instant précis. Il a beaucoup de mal à réagir à un instant précis. Là où, pour Kanki, bon, c'est pas le but, mais pour Kanki, c'est vraiment sa force. Uzen, lui, il va lui falloir du temps. Il va falloir qu'il se pose, une mat, réfléchir un peu à ce qui se passe, voilà, il va falloir du temps. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'Ango, il a du mal à décompter. Enfin, d'ailleurs, dans quasi toutes les batailles qu'on l'a vu, il avait du mal à décompter dès que quelque chose se passait mal. Mais, c'est un peu la seule. Pour moi, la force de son adversaire, bon, dans le match-up, de toute façon, pas, hein. Enfin, il n'y en a pas de particulier, on va dire. C'est pas une faiblesse s'il connaît son adversaire. Pour moi. En tout cas, on l'a pas montré. Bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, même si je l'ai quand même compté comme une faiblesse. Patrick, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, en fait, pour moi, un analyste, un calculateur, un planificateur, mais et ça vient de son intelligence et de sa façon de penser, mais peut-être on peut pas le mettre au niveau d'un
allez, d'un Riboku. Parce que justement, Riboku va prendre encore beaucoup plus de renseignements et va préparer encore beaucoup plus en avant une bataille que ne le fait Hussein. Et Hussein a été pris de vitesse parce que Riboku savait que c'était le moyen qu'il devait employer pour battre Hussein. Bah, après, je pense aussi, tu vois, j'ai pensé, je me disais, est-ce que c'est possible parce que Riboku a plus appris de sa défaite que Ozen de sa victoire? Ouais, c'est ça. Bah, il y a ça aussi, mais il y a toute la manipulation Bah, de manière générale, c'est vraiment un élément important, la manipulation de l'information. Si, dans le scénario dont on parle, Kanki connaît le Hussein, et Hussein connaît Kanki, hein, oui, on va dire, il connaît ses armées, tout ça des autres, ce problème, a priori, parce qu'on sait pas, on n'a pas le cas, ne se pose pas. Et d'ailleurs, pour moi, j'avance ça dans le mois qui n'en est pas, mais c'est à la fin de Ango, quand même, enfin, les survivants disent quand même un truc, c'est s'il y a une bataille, on a 9 chances sur 10 de gagner. Bon, ok, Uzen dit directement 10 chances sur 10, avec d'autres petits trucs dont on a déjà parlé dans d'autres events, mais ça c'est tout. Mais quand même, ils partent pas du principe en se disant oh le gars est monstrueux, on peut pas l'affronter, tu vois. C'est vrai. Ce qui quand même, quand tu viens de te prendre une de ces raclées, tu pourrais, tu vois. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. C'est pas... Si, ça prend un... Là, on n'a pas eu d'affrontement où, entre guillemets, il connaît la force de son adversaire et il se fait comme l'avoir. Après, connaître la force d'un adversaire, c'est très très vague, hein, je l'admets moi-même. Hein. Mais vous avez compris l'idée, à mon avis. JB? Oui. Parce que j'allais partir sur Kanki, moi. Ouais. C'est rapide. Juste là, ce que disait Patrice à un moment donné, comme quoi Riboku, il était supérieur un petit peu à Uzen par rapport à sa capacité à préparer mieux le champ de bataille. Je suis pas vraiment d'accord. Parce qu'en fait, Riboku, il est aussi Premier ministre, donc il a les ressources d'un pays derrière lui. Il a aussi, il est défenseur. Ça joue beaucoup. C'est pas pareil attaquer et défendre. Défendre, c'est toujours un peu moins compliqué qu'attaquer. Surtout que Hussein, il attaque généralement en sous-effectif, tout le temps, comparé à Zhao. Ça rentre quand même dans la balance. Ouais. Ensuite, juste un truc par rapport à Thanatos. Il me semble que tu... Alors, excusez-moi. Temps de remettre les choses... je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Mais bon, ça change pas bien l'histoire. Tu peux enchaîner. Ok, pas de soucis. Je vais quand même poser la question, est-ce que quelqu'un veut faire les forces et faiblesses de Kanki? Quelqu'un qui... Attends, je vais regarder qui est présent et je vais demander... Thanatos, on a déjà fait cette domaine, je demande... Bon, ouais, Il me semblait, Patrice voulait faire Kanki, non? Enfin, il me semblait. Tu veux faire Kanki, Patrice? Tantôt, vous partagez Uzen et Kanki pour les forces et faiblesses. Donc, moi, j'attendais que vous y alliez. Ah, tu veux que... Bah, si tu veux, j'y vais et puis tu réagis derrière? Vas-y. Ok, pas de soucis. Alors, Kanki... Bon, le premier truc qui vient, j'ai mis avec Kanki, c'est génie de la guerre psychologique. C'est-à-dire qu'il a compris que la guerre se gagnait généralement en jouant sur les nerfs de l'adversaire. J'ai mis qu'il était excellent pour... déjà, tout pour analyser et profiter de ses... Alors, ça, je trouve que c'est important, c'est profiter de ses propres, entre guillemets, vrais ou faux désavantages. Alors, il y a plusieurs moyens c'est une manière de berner, en gros. Par exemple, c'est pas un désavantage, mais la première fois qu'on le voit, justement, c'est avec Rinko qui qui découvre son QG. Et pour moi, c'est un truc qui montre assez bien, qui permet de décrire Kanki d'une certaine manière, c'est il laisse beaucoup d'ouvertures, mais des ouvertures qui sont piégées. Et justement, à Sanyo, par rapport à ça, pour éviter de trop grands affrontements
Et justement, derrière harceler son adversaire, il fait plusieurs attaques dispersées face à Kaishibo, donc l'un des 4 rois célestes de la NPA. Sinon, en termes de qualité, j'ai mis esprit et réflexion stratégique. C'est important parce que ce genre de détails qui je trouve sont importants, c'est justement à Sanyo, pour pouvoir manœuvrer le mieux possible. Il arrive à bien diviser avec fort. C'est ça, et surtout en fait, c'est celui des 3 armées qui s'est le plus éloigné, qui a pris le mont qui semblait le plus éloigné, mais qui en fait lui permettait justement de disperser au mieux ses forces. Et on voit qu'il est quand même capable d'élaborer des plans à l'avance. C'est pas juste un général, on va dire entre guillemets, terre à terre, qui analyse et qui contre. Et l'exemple, c'est Kosho, tout simplement, lors de la bataille pour EQ. Alors, j'ai quand même encore... Putain, j'ai encore retiré tout ça. J'ai mis qui est... Je vais vous laisser parler après, désolé. J'ai mis audace et vivacité d'esprit. Donc, c'est... Alors, j'ai marqué quand même qu'il a beaucoup de manières d'engager... il y a celle à Sanyo, il y a celle à Kokuyo. Mais justement, sur les plaines des EQ, il n'hésite pas à engager des fronts qui sont théoriquement perdus d'avance, tu vois. Et justement, il se fait défoncer sur tous les fronts. Mais ça aide justement au bon déroulement de sa stratégie. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui s'adapte très très bien aux imprévus, d'où sa vivacité d'esprit. Comme on l'a vu à Kokuyo face à Keisha et Kizui. Et alors, malheureusement, il a perdu. Comme on l'a vu à Gien. Et aussi, alors ça on en parlait, si t'es encore là, Thanatos, c'est très particulier et important. Il gagne sans jouer sur des charges directes. Donc une charge frontale qui va chercher le QG, on ne l'a jamais vu gagner comme ça. Et Riboku le dit lui-même, il n'a jamais gagné de cette manière. Alors, c'est à la fois une qualité, mais ça constitue un de ses défauts. Je laisserai les gens en parler après. Et derrière, j'ai mis qu'il profite des particularités de son armée. Donc ça, Thanatos l'a déjà expliqué. J'ai pas envie de répéter. Patrice, t'as envie de donner les forces et faiblesses, enfin compléter les forces et faiblesses de Kanki. Oui, en fait voilà, ce qui lui permet. En fait, Kanki, étant un brigand et ayant la mentalité d'un brigand, forcément disperse ses hommes un peu partout pour les cacher. Il essaie de cacher, comme c'est comme ça qu'il a été recruté par Mogu, parce qu'il était arrivé à cacher tout ce qu'il avait besoin de cacher. Mais c'est un personnage qui est une véritable clé pour un stratège militaire pur. Parce qu'un stratège militaire pur formé exclusivement à la stratégie, il va jamais rien comprendre à quelqu'un comme Kanki. Et il va toujours se faire démolir. Ou alors il va falloir qu'il blinde tous ses QG, quoi. Parce que... C'est justement pourquoi j'ai mis... Excuse-moi. Sa force, c'est sa mentalité de brigand, son passé de brigand, qui font que pour un pur militaire, il est quasi impossible à comprendre. Il faut quelqu'un comme Riboku qui est allé chercher beaucoup plus loin, même s'il ne l'a pas entièrement compris. Mais c'est Riboku qui était le plus proche de comprendre Kanki. Et c'est lui qui l'a vaincu. Juste par rapport à ce que tu as dit, je trouve que c'est intéressant parce que quand je parlais d'audace, c'est justement aussi parce qu'un autre point que Kanki a compris sur le moi, c'est si tu veux gagner une guerre, il faut être capable de faire ce que l'ennemi ne serait pas capable de faire, justement. Et voilà, c'est ça. C'est forcément pour ça que Kanki quand on regarde aussi et quand on voit les statistiques, en fait, ce qui se passe, malgré le fait de sa cruauté, c'est malgré tout, bon, à part dans le massacre des 100 000 décapités, c'est toujours dans ces combats, dans ces victoires, où il y a le moins de pertes. Et donc ça, c'est aussi... Étonnamment, on pourrait croire que c'est le mec qui perd le plus d'hommes, non ?
Non, au contraire, c'est lui qui perd le moins d'hommes, et c'est aussi grâce à sa réputation, d'une part, et l'autre fait, c'est que il arrive à diviser l'armée adverse pour les faire courir dans toutes les directions après lui, et les faire courir là où il n'est pas. C'est ça. Et ça aussi, pour un pur stratège militaire, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est ce qu'il fait justement contre Genpo. C'est que Genpo trouve Ouais, son voilà. QG, Ah, c'est ça. mais bah, manque de peau pour notre cher Genpo, il est déjà plus dans le QG. C'est ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut faire ses faiblesses et comme ça on complétera derrière? J'ai regardé qu'il n'a pas trop parlé. Je veux bien. Sauf si quelqu'un d'autre veut le faire. Si, non, mais en vrai, t'as été Personne absent à un certain moment. Si, moi ça m'arrange. Très bien. Donc, résultat, les faiblesses de Kanki ont été assez bien développées dans le manga. À savoir, Riboku le dit lui-même, il n'a jamais fait de bataille classique et il ne sait pas en faire. Et ça va être le principal défaut qu'on peut lui retrouver, ça veut dire que tu le places dans une situation où face à quelqu'un de meilleur, ça va être compliqué. 2, je suis pas si sûr qu'il serait capable de gérer une charge directe lui aussi. En gros, on le sait, il a ses deux armes, mais est-ce que par exemple s'il y a un Mobu lui fonce dessus, ça va le faire? En fait, pour moi, c'est le problème, c'est qu'il risque beaucoup d'être non, en temps normal, il va quand même s'enfuir, mais ça peut entraîner la perte de la bataille. Si effectivement, par chance, il sait particulièrement bien se planquer, c'est-à-dire que même Koshu, il a beau avoir tourné tous les centimètres de terre du champ de bataille, il l'a pas trouvé une seule fois. Mais par exemple, s'il se prend sur une plaine et qu'il se prend une charge, est-ce qu'il va pouvoir le gérer? Pas si sûr. Sur une plaine, peut-être pas, non. Et donc, on peut le dire finalement que les plaines sont une partie de son point faible. Enfin, un point faible qui peut n'en est pas un en fonction de la situation. Sa volonté de toujours aller chercher la tête du général adverse peut lui porter préjudice. C'est en partie pour ça qu'il est mort face à Riboku. Il est allé chercher sa tête sans tenter tente de t'enfuir. Non, il a dit je vais aller chercher la tête de Riboku. De toute façon, je suis mort. Mais ça peut lui poser préjudice, c'est-à-dire que sa stratégie tourne vraiment autour de ça. Soit il fait, et même on l'a vu contre Kakushibo. Kanki a perdu sur un... Oui. On l'a vu contre Kakushibo, en fait, sa stratégie était de lui faire peur. Sa stratégie était de faire peur pour les forcer à aller le chercher et ensuite aller tuer effectivement quelqu'un. Mais à la base, il sait pas qu'il y a eu le changement de stratège militaire. Vous imaginez, il tente de faire ça, et ça, surtout qu'à ce moment-là, on voit qu'il a pas Zeno, il a personne à côté de lui. Vous imaginez s'il tente d'aller prendre la tête de Kakushibo tout seul? Oui, ça après, c'est. Comment dire, c'est. Il va y avoir quelques problèmes quand il essaie de faire ça. Mais oui, donc résultat, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Non, parce qu'il sait très bien le faire. En fait, il a pas réellement de défaut parce que je critique beaucoup, mais en soi, ses défauts, il les compense par lui-même. C'est-à-dire que son défaut je vais avoir du mal dans certaines situations, il le compense par son ingéniosité. Et son défaut de peut-être qu'à trop vouloir aller chercher la tête, tu risques de te faire décapiter, il est juste particulièrement bon dans ce domaine. Et enfin, dernier petit détail, un point faible, qui peut n'en pas être un, ces hommes sont au final assez quelconques. À part Zeno, qui est vraiment exceptionnel en termes de force brute, le reste est assez classique. Ryokugyu, on le voit, il fait un duel avec Futei, et Futei l'aurait battu. Même chose pour son archère. Marron a beau être un stratège redoutable, on l'a pas vu faire des grands plans stratégiques, c'est pauvre d'ailleurs, j'espère qu'on le reverra pour briller un peu plus. Et même Raido, on le voit faire un truc truc un peu stratégique, à savoir prendre le fils d'un général, le torturer et le mettre à mort pour forcer l'autre général à venir chercher, ça c'est très bien. Mais ça se retourne contre lui parce que finalement quand Raido, il voit l'autre frère, Raido perd du temps à essayer de buter l'autre général. Résultat, quand le troisième frère, enfin le deuxième, je crois, arrive, et ses limites sont très claires. Il arrive pas à l'affronter, il s'est fait exploser en un coup, et derrière il s'est capturé. Enfin, on a Ogiko et tous les autres. Le pire, c'est que justement, quand il l'avait prévenu, il lui avait dit ne reste pas là, fuis.
Et donc voilà le gros problème pour moi, armée, c'est que en soi, Zeno c'est vraiment sa hache, elle est très forte, mais c'est un peu tout. Et on l'a vu, Kaine, elle a réussi à bien mettre à mal ce clan et sa hache, juste avec des flèches. C'est l'unité de Kaine qui a fait tout le boulot. Après, c'est très situationnel parce que voilà, il avait plus son C'est très avant situationnel, et mais il était au bord de la mort, tu vois. Enfin, il mais était justement, fatigué. c'est bien. Pour moi, ça va être un problème, c'est que est-ce que c'est suffisant? En gros, pour beaucoup, et j'en ai vu discuter avec moi sur le Discord, charge du clan Zeno, c'est terminé, point. Oh non, mais faut pas Genre, abuser, faut pas abuser. Déjà, il l'utilisera pas comme ça. tu sais bien, on aime bien abuser dans cette communauté. Ça. Donc, Juste- pour moi, en fait, ils exagèrent un peu trop la puissance de Zeno. C'est que ça va peut-être pas suffire de manière générale, et le reste de cette unité est un peu trop quelconque pour pouvoir affronter des mecs vraiment talentueux. Oui, mais c'est justement, avant d'envoyer Zeno, le clan Zeno, il prépare le terrain pour que Tout à fait, justement. mais ça peut lui poser problème, ça peut lui porter préjudice. Ouais. C'est plus ça. J'ai pas dit que attention, comme vous avez pu bien le voir, je dis pas c'est des défauts rédhibitoires. Je le dis lui-même, il les compense tous ses défauts par lui-même. Alors. Mais ça peut le mettre dans des situations compliquées. Après, le clan Zeno, ils sont que 1000. L'objectif du clan Zeno, c'est pas de renverser par la force tout le champ de bataille. C'est de mettre la pression sur un point donné et d'écraser tout ce qui se pointe sur ce point-là, en fait. Oui, mais quand je te disais JB, c'est plus une réflexion au fait que j'ai vu beaucoup de personnes défendre l'idée que c'est Zeno qui va charger et emporter la tête du général adverse. Non, c'est pas son. C'est plus ça. C'est une réflexion sur le général. Ça peut être, mais c'est pas en face, quoi. Pas en face à face. Comme t'as dit, il faut préparer le terrain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai mis dans un des défauts de Kanki que. Alors, à la fois ça peut être une qualité pour berner l'ennemi, mais à la fois ça peut être un défaut. C'est j'ai mis que son armée elle est souvent perdue par son manque de communication. Oui. C'est plein de clans disparates qui étaient déjà en concurrence depuis le début et moi je trouve que oui. C'est même pire que ça. Après, Ozen, c'est le même problème en Go. Hein, donc, en fait, comme on le voit, ces hommes, Raido, Marron, ils comprennent pas ces stratégies. Ils ont aucune idée. Ouais. Oui, c'est vu comme c'est. Il leur dit toujours. Mais moi, Antoine, je rajouterais une faiblesse qui est quand même très importante, surtout dans ce match-up-là. C'est que pour moi, Kanki, dans ce match-up-là, n'a pas, contre Ozen, une faiblesse psychologique quelconque. Il n'y a pas de faiblesse psychologique de Ozen. En tout cas, on ne l'a pas montré. Hein. Donc, pour l'instant, elle n'existe pas, entre guillemets. Kanki, factuellement, comment il fait, c'est qu'il essaye de trouver une faiblesse psychologique pour trouver un moyen de déstabiliser son adversaire et de le battre. C'est toujours comme ça qu'il a fait, et ça marche très bien. Hein. Mais contre un adversaire qui est froid, très très froid comme Ozen, c'est compliqué, si tu veux. Et surtout que autre chose, ça c'est un autre... Enfin, c'est le point faible que tout à l'heure a dit Thanatos, il va aller chercher la tête de son adversaire. Ozen est quelqu'un quand même qui relativement, ça on l'a vu en Go, hein, on peut quand même l'affirmer que c'est vrai, reste quand même très bien dans son QG et très sécurisé. Aller chercher sa tête, ça va pas être facile. Ça va pas être du Keisha, tu vois, ça va pas être du Koshu. Non mais t'inquiète pas. Mais c'est dans les faiblesses de Kanki actuellement. Pour moi, il va avoir du mal, tu vois. Il aura pas forcément de faiblesse psychologique à exploiter. En tout cas, on la connaît pas, hein, donc ça va être très compliqué. Et aller chercher la tête d'Ozen, bonne chance. Hein. Enfin, bonne chance, c'est pas impossible. Hein. C'est l'exercice de la partie 3. Mais juste. Ouais, non, mais t'inquiète. Après, je suis d'accord avec toi. Juste par rapport à sa méconnaissance des tactiques militaires classiques. Après ça, Thanatos, tu l'as assez bien dit. En fait, ce qui risque de le paralyser, en fait, simplement, c'est l'exemple de Guyane. S'il se retrouve obligé d'engager de cette manière, ça risque de le paralyser. Et justement, c'est dans cet exemple-là
alors, même s'il a failli gagner, qu'il a perdu le plus d'hommes. C'est ce que j'ai retrouvé dans une bataille vraiment frontale où bon, après il n'avait pas l'avantage, mais où il ne pouvait pas jouer justement sur ce qu'aurait fait Ozen, c'est-à-dire analyser et contrer derrière. Ça, après ça c'est par rapport à son approche, mais je considère que selon les situations, c'est une faiblesse du personnage. C'est-à-dire que il est... enfin, c'est presque paradoxal parce qu'il est assez audacieux et excellent pour retourner n'importe quelle situation. Par contre, il n'est pas adaptable à n'importe quelle situation, tu vois, c'est ça. Je sais pas si vous me suivez. C'est un peu compliqué, mais... Je sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus, du coup. Non, je comprends assez bien ce que tu veux dire. Ah, ok. Moi, je suis bien. Il m'a perdu. Non, non, en gros, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que... on a vu qu'il était excellent, tu vois, en vivacité d'esprit pour imaginer un plan et contrer l'adversaire. Mais ça veut pas dire qu'il est adaptable à n'importe quelle situation. Et la Non, situation... non, mais il n'est pas adaptable à la situation parce qu'il n'a pas une armée structurée. C'est-à-dire que ce qui est sa force et sa faiblesse. Bah, c'est Ce ça. qui est pour on va dire un général ou un stratège militaire et ne peut pas comprendre Kanki s'il ne connaît que sa réputation et ne connaît pas sa façon de se battre, hein, comme le sait Riboku. Riboku, lui, sait comment Kanki fonctionne, se bat et obtient ses victoires. Donc il arrive à le coincer, mais aussi grâce à un énorme surnombre et à de nombreux pièges. Voilà. Mais sinon, et en empêchant justement à la majorité des troupes de Kanki de pouvoir se planquer comme il l'a toujours fait faire à ses hommes, quoi. Ça, oui. Oui, non, là où je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le côté... c'est à la fois sa force et sa faiblesse, en fait. Bah, en fait, justement, juste je voulais revenir là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Pour moi, Keisha, il a également compris le défaut de Kanki. Justement, par rapport à sa réflexion, il le dit. Je comprends pourquoi tu es aussi terrifiant. Par contre, à côté de ça, je comprends également ton point faible. Et dans la manière dont il le dit, pour moi, il l'a compris de la même manière que Riboku. Genre pour ceux qui se souviennent de ce passage, c'est littéralement avant que Keisha meure. Bah oui, puisqu'il Oui, je vois très bien. Oui, je vois très bien, effectivement. Il le comprend, mais il le comprend et juste après il y a la charge de Shin, ce qui a fait dire à beaucoup de gens que bah, finalement si Shin n'avait pas pris la tête de Keisha, est-ce que Kanki aurait gagné? Peut-être pas. Mais c'est pour ça que Kanki est choqué quand il apprend que Shin a eu la tête de Keisha. Il ne le savait pas. Il ne l'avait pas En même temps, prévu. là, c'était un peu compliqué de le savoir quand tout le monde l'a planqué. En fait, ce qui est intéressant avec cette situation-là, c'est que je me suis posé la question, justement, par rapport au fait que Keisha a compris. Alors, même s'il n'a pas compris complètement, on va dire que ça reste quand même une compréhension de ton adversaire. Même s'il l'a compris trop tard, il l'a compris. Est-ce que, justement, ça n'aurait pas été une erreur de la part de Kanki? Enfin, est-ce que, justement, le choix de viser Kizui, alors que il sait qu'il n'a pas la tête de Keisha, était optimal? Alors après, ça fait peut-être un autre débat pour le coup. Peut-être que j'extrapole. Bah, Kisui était quand même une des grandes forces de Keisha. Pour moi, il a pas fait d'erreur quand il a visé Kisui. Non, sur ce coup-là. C'était la bonne stratégie. Après, est-ce que c'était la meilleure stratégie? Ça, je ne sais pas. Pour moi, Kanki, même s'il n'y avait pas eu l'attaque de Shin, il aurait eu Keisha. Alors, comment ça? On peut que spéculer, entre guillemets, vu que ça ne s'est pas passé. Mais pour moi, il l'aurait eu, si tu veux. Bah ça, je sais pas, tu vois, parce ça aurait été compliqué, mais il l'aurait eu. Le fait que... En fait, Très bien. le problème avec ça, tu vois, c'est... Alors, le problème, on va passer, hein, mais... C'est vraiment, tu vois, il a eu Keisha une fois, et il s'est barré, tu vois. Tu vois, c'est ça le problème. Bref, j'avoue que là, on part sur un autre débat, c'est ma faute en plus. Allons vers le cœur du sujet. Okay. Qui ferait quoi pour mettre en place? Donc, les plans d'action que chacun devrait aborder.
Alors, juste pour rappeler. Et je vais commencer par un. Ah, tu veux commencer? Oui, je vais commencer par le scénario drôle. Il se passe strictement rien. En fait, Hussein va se bétonner, comme l'a dit très bien, Alors, là, Yuki. tu fais le game plan pour Rosen ou Conky? En fait, justement, Les deux, pour ils les se deux, planquent tous les pour deux. les deux, mon commandant. Il y en a un qui fait une forteresse et l'autre il se planque. En fait, les deux ne se touchent pas. C'est que, en fait, Kanki peut pas aller chercher la tête de Hussein et prendra pas le risque. Et Hussein va se bétonner. Donc, en fait, il ne se passe rien. En fait, Kanki va voir peut voir une forteresse de Hussein ou même juste l'organisation de l'armée d'Hussein. Il n'y a pas de faille, il peut pas exploiter de trucs psychologiques, il a rien du tout. Il attaque pas. Les deux ne se touchent pas. Bon, évidemment, ça c'est le scénario drôle, comme j'ai dit, c'est-à-dire que c'est limite à la fois le plus réaliste, mais celui qui a le moins de chances de se produire, faut pas déconner non plus. Mais c'est un scénario drôle que j'avais trouvé en me disant, juste Hussein, il a tellement peur de Kanki, il sait qu'il peut pas le comprendre, il décide de se bétonner comme un taré. Et Kanki voit ça, peut pas attaquer parce que à la limite, comme j'ai dit, il y a que Zenou qui peut tenter de percer les lignes, mais à 1000, ils vont pas aller très loin. Genre, ils vont vraiment pas aller très loin. Ouais, donc résultat, Kanki ne touche pas Hussein et Hussein ne touche pas Kanki. Les deux n'arrivent pas à se toucher et la bataille se termine sur un no contest. Les deux s'affrontent pas. On répète, c'est un scénario. Bon, je vous rassure, comme je le disais, c'est un scénario drôle. C'est-à-dire que pour moi, si littéralement la personnalité des personnages telle qu'elle est dans le manga était respectée, c'est-à-dire que il se passe rien. C'est clé. Et c'était aussi surtout pour souligner la construction en miroir de l'un et l'autre, à la fois mise en avant dans l'histoire avec dans la mise en scène avec Mogu, c'est que les deux se connaissent parfaitement et ont une tactique presque complètement opposée sur le spectre de la guerre. Ce qui fait que, littéralement, les deux forces opposées s'annulent et que il se passe strictement rien. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est un scénario de rôle. Ok. Il se passe juste rien. Est-ce que ça te dérange pas si je donne juste mon avis sur Rosen? Vas-y. Vas-y. Okay. Comme ça, après, vous pourrez commenter. C'est surtout en fait pour donner un peu la structure de cette partie. Comme ça, après, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. D'ailleurs, oui, vous pouvez même nous écouter, boire un café. C'est vraiment un podcast en soi, même si j'ai fait une présentation. Donc ouais, en gros, moi j'ai réparti ça en 4 points si vous voulez. Donc terrain avantageux, positionnement de l'armée, approche et erreur à éviter. Pour Rosen, du coup, le terrain avantageux... Alors c'est assez drôle, parce que c'est pas... c'est à la fois le terrain où il s'est illustré et celui où il a un petit peu floppé. Alors, pas vraiment en vrai quand je pense. Mais en gros, le terrain avantageux pour Rosen, moi j'ai mis les plaines de Gechi. Donc c'est des plaines. En gros, c'est un terrain équivalent à la bataille pour Juko. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que selon moi, en fait, Ozen, s'il veut gagner contre Kanki, il faut absolument, et ce sera pareil pour Kanki, hein, il faut absolument qu'il l'oblige à devoir engager de la même avec une approche similaire à la sienne. Enfin, si c'est ça en vrai, une approche similaire à la sienne, c'est-à-dire de manière très classique, ce qui va poser problème à Kanki justement. Et sur un terrain comme les plaines de Gechi, donc pour rappel la bataille pour Juko, on est quand même sur un terrain qui est très dégagé. Et pour Ozen, en fait, c'est optimal pour justement garder un œil sur Kanki et ses déplacements, voir ce qu'il fait. Donc à partir de là, pour moi, il va aborder le combat de manière assez classique. Enfin, non, on va d'abord passer du positionnement de l'armée. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour moi, je mettrai Aku sur l'aile droite avec Akakin en soutien pour les offensives et Kanjo en soutien pour la défense. Maku sur l'aile gauche. Denrimi, So et Shiryu serait en soi, globalement, ce que je dis, ça ressemble aux plaines de Shukai, mais Denrimi, So et Shiryu, eux, ils seraient l'armée centrale. Donc ils vont permettre à Ozen d'analyser en tâtant le terrain. Et Ozen qui reste au QG avec Shinsho, comme on le connaît pas, je l'ai mis en armée de réserve. Ça reste 5000 hommes, c'est utile.
Alors, du coup, pour l'approche, bah, je me sens un petit peu spoilé. Classique à la Shukai, c'est-à-dire on reste assez reculé, on cherche d'abord à engager sur les ailes, pardon. Euh, pour rappel, Ozen, il cherche quand même à tuer très vite Kizui, grâce à l'aide de Leishin. Donc, possiblement un peu de la même manière, c'est-à-dire un petit peu donner envie à l'adversaire d'engager, euh, principalement en montrant en face une armée en grosse infériorité numérique. Mais tout ça pour dire qu'en fait, Ozen, il va pas chercher directement à prendre Kanki. Et on le voit, il ne fait pas ça. Il l'a pas fait avec Reiboku. À Shukai, il l'a pas fait non plus à Ango. Ce qu'il va chercher à faire, lui, c'est avancer le plus possible petit à petit, tout en restant attentif et attentiste, non, attentiste et attentif aux manœuvres adverses. Et alors, pour moi, l'élément qui risquerait de donner la victoire à Ozen, c'est Aku. Parce que je ne vois pas un des commandants de l'armée de Kanki aussi bien gérer ses offensives. Et l'erreur justement que Kanki devra éviter à ce moment-là, c'est d'envoyer Zeno. Parce qu'à partir de là, on a vu Aku il va justement partir sur la défensive. Et on se retrouvait dans une situation où bah, ça se bloque en fait. D'un côté, ça n'avance pas, et de l'autre, Aku qui défend. Donc globalement, pour moi, l'approche d'Ozen, c'est vraiment classique. Ce n'est pas spectaculaire, ce que ferait Kanki justement. Mais justement, comme il arriverait à l'obliger à engager ce genre d'affrontement, ce qui n'arrange pas Kanki justement, pour moi, Ozen gagnerait dans cette configuration-là. Et évidemment, l'erreur, la grosse erreur à éviter, il y en a deux en vrai, perdre Kanki de vue, ça va être un très très gros problème pour lui. On l'a vu, Riboku, ça a failli lui être fatal. Et surtout, précipitation. Ce qui n'est pas un défaut d'Ozen, donc c'est parfait. Voilà, c'est le plan d'action en gros pour moi. Si je devais voir Ozen gagner, moi ce serait ça en gros. Donc, toi, tu Quelqu'un vois a quelque chose à Ozen gagner. rajouter? Pardon? Alors non, attention. Ah non, je vais Ne faire celui dis de pas de Kanki gagnant. après. C'est-à-dire que ça signifie que là, notre cher Antoine peut tout à fait dire, bah voilà comment Kanki pourrait gagner. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oui, bon, Elle, c'est ça vraiment, ne l'exercice, désigne ouais, pas c'est de faire les gagnant. deux. Ouais, l'exercice, si tu veux, Patrice, c'est vraiment. Là, je viens de Ouais. faire pour Ozen, mais derrière, je l'ai fait aussi pour Kanki, tu vois. C'est ça le truc. Et pour l'instant, ce que tu as proposé là, on arrive à la même situation de blocage que la proposition comique. Ah, Pas vraiment. Parce que là elle est à l'avantage de Houssen. Là où, comme moi je l'ai dit, dans ma situation comique, les deux n'engagent rien du tout. C'est-à-dire que les deux ne s'engagent pas. Là, dans cette configuration, Là où, c'est plus facile. là, en fait, Vas-y. ce que veut dire Antoine, c'est que la qualité des hommes de Houssen va primer sur ce champ de bataille et va finir par embêter Kanki. Qui lui va effectivement se retrouver dans une situation où la qualité moindre de ces hommes va faire qu'ils vont plus facilement perdre du terrain. Et comme on l'a dit, bah oui, à partir du moment où il utilise Zeno est un fusil à un coup. S'il l'utilise, il va avoir du mal derrière dans le sud de la bataille. Et en soi, pourquoi ça bloque pas? C'est pour ça que j'ai revu vite fait Shokai. Je l'ai revu très très vite fait, hein, vraiment. Parce qu'au début, je me disais, Ozen, il engage presque jamais. Enfin, ouais, si, il engage jamais. Et en fait, c'est faux. Genre, comparé à ce que je pensais, Ozen entreprend, voilà. C'est le verbe que je cherchais. Il entreprend pas aussi bien que Riboku, mais il entreprend quand même de manière très intelligente, comme on l'a vu pour prendre la tête de Kizui, par exemple. Et pour moi, c'est ce qu'il devrait faire pour battre Kanki, c'est ne pas directement chercher sa tête, viser les piliers de son armée, tu vois. Viser les sous, hein. Et Littéralement, l'avantage avec cette configuration-là, c'est qu'il a une vision sur tout. Et il est avantagé de par, on va dire, son
son génie stratégique et sa connaissance parfaite des tactiques militaires, ce qui n'est pas le cas en face. Mais ça, c'est vraiment le scénario que je vois si je veux. Enfin, là où Ozen a le plus de chances de gagner, en gros. C'est ça, comme ça que je le vois. Moi, je verrais quelque chose un petit peu différent. On repart sur par exemple, Houssen. Houssen fait son Juste pour être sûr, fort. Patrice. Juste pour être sûr, Patrice. Oui. Là, tu pars sur un game plan où tu vois Ozen gagner. Non, justement, je le vois perdre. Bah, en fait, si tu veux, tu peux faire effectivement ça. C'est de voir les deux, genre comment les deux peuvent. Enfin, c'est pour ça, tu vois. Est-ce que Kanki pour gagner moi, par exemple, je pars sur par exemple, Houssen crée son fort. Houssen veut se protéger, bétonner, il crée son fort. Kanki, avec sa bande de brigands qui va planquer partout dans les bois. Ce sont des brigands, des voleurs, qui aiment bien s'accaparer les... Allez, on va parler de victuailles ici, hein, donc on va dire la nourriture, les ressources des autres. Et je le vois bien affamer l'armée d'Ouzen. Bloquer et affamer l'armée d'Ouzen dans son fort. Donc la voir à l'usure. Un scénario à la JB. En gros, ce que nous met JB, JB, tu peux parler ou tu préfères que je te lise ce que tu as écrit? Oui, JB, c'est vrai. JB? Juste. Je considère que JB ne peut pas parler. Bonsoir à Tremplin 59, si tu nous entends. Alors, dans ce cas, je me permets de lire effectivement ce qui se passe. Donc, je me permets de lire ce qu'a dit JB. Oui. Donc pour lui, ces deux généraux le font penser à Napoléon dans la campagne de France. Les coalisés étaient tellement effrayés par la puissance de notre empereur, pas mal ces Français, qu'ils avaient pour consigne de ne pas l'affronter directement et de viser ses maréchaux. Houssen se barricade et Kanki se planque. Oui, Tana, tu as raison. Merci JB d'être un homme de qualité. Et cela devient un siège où le ravitaillement d'Houssen est attaqué par une guérilla féroce et terrifiante. Pour les soldats d'Houssen, qui en réponse chercheront à l'appâter et lui mettre une grosse embuscade. Les officiers des deux camps seraient des cibles pour les deux GG, car je ne pensais pas qu'ils s'en seraient dans l'affrontement, et tomberaient dans les pièges. Donc, effectivement, c'est à moitié un scénario comique, comme ce que j'ai proposé, mais plus abouti, qui rejoint Patrice. Et à ce petit jeu, pour moi, comme j'ai dit, le gros souci va être que c'est la qualité des hommes de Kanki qui vont lui faire défaut. C'est-à-dire que dans sa guérilla sera beaucoup plus efficace, mais attention à pas trop s'affaiblir. C'est, comme l'a dit JB, si Raido tombe dans une embuscade, il est ultra mal barré. Parce que contre un pauvre Raido contre Aku, ça va pas tenir 2 minutes. Et voilà. Et Yuki vient de partir. Oh non, Yuki Justement, Thanatos, non, tu as un... Parce que du coup, moi, j'étais parti sur le scénario. Si ça vous dérange pas, on fera les scénarios avantageux pour Kanki. Juste, je veux savoir, Thanatos, est-ce que tu as un scénario avantageux pour... Enfin, le scénario où tu vois Ozen gagner, justement? En fait, je vais pas te mentir, si j'ai présenté le truc comique en premier, c'est parce que j'ai exactement le même game plan que toi pour la victoire d'Houssen. Pour moi, ce que tu as dit, c'est littéralement ce que j'allais dire. Ouais, tu peux le dire. C'est-à-dire vraiment... Tu triches, non, rien. Non, je rends à César ce qui appartient à César. Non. tu l'as dit très justement, ce qui pour moi est le game plan et la victoire d'Houssen. Donc à moins que quelqu'un a un autre plan pour Houssen. Après, s'il n'y en a pas, je te laisse la parole pour celui de Kanki. Alors, je t'avoue, j'en ai un autre. Ah bah vas-y, ok. En fait, le seul plan... Alors, j'en ai un autre qui est assez drôle. Enfin, qui est assez drôle. Il est pas drôle, mais dans l'idée un peu quand même. C'est-à-dire qu'il attend que Kanki vienne le chercher, littéralement, hein. Zenou ou autre, son armée le vienne le chercher, et le bat petit à petit en lui tendant des pièges, des embuscades et autres. Alors là, il faudrait plus un terrain, on va dire, propice à cela, et justement, il ne jouerait pas le fort. Il jouerait justement sur des plaines ou sur une forêt, pour moi, ça serait plus une forêt où ça serait logique, pour tenter d'appâter Kanki et de le battre sur son propre terrain, en fait. Le seul moyen pour Houssen de gagner, c'est de ça serait très drôle. Oui, aussi. Mais pour moi, en fait, Ozen pourrait même chercher à ne pas faire de fort. C'est pas un truc qu'on est habitué à voir de sa part. Hein. Je dis pas
Je dis pas qu'il va le faire, mais pour moi, ça peut être une façon, en fait, comme ce que Kanki a fait avec Aisha, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il attend, parce que, entre guillemets, s'il a étudié son adversaire, ce que je suppose dans ce cas-là, il sait quel est le motus, le motif plutôt de notre cher Kanki. Il peut vraiment lui tendre un piège à lui et à ses hommes, en sachant très bien qu'il résistera à ses charges, tu vois. Donc je pense que il peut l'avoir comme ça, en fait, en le piégeant totalement. Genre, il arrive dans le Non, film, mais il y a oui, Aku, Kanki se laisserait pas. il y a tout le monde qui regarde. Il y a Aku, Shiryu et Suhu qui le regardent. Kanki en mode. Non, mais Salut. tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que Kuzen ne chercherait justement pas à se protéger ultra forcément, c'est-à-dire en fait, il sait qu'on va aller chercher sa tête. Et entre guillemets, il se mettrait en espèce d'épouvantail pour dire viens me chercher. Avec un petit piège derrière ou des trucs du genre, tu vois. Bon, après, on l'a pas vu de la part de Uzen. Mais pour moi, c'est pas impossible qu'il fasse ça. Alors, c'est une supposition de ma part qui s'appuie sur... on va pas se mentir, pas grand-chose, hein. Mais je trouve ce scénario assez marrant. Bah, même très piéger intéressant. son propre piège, tu vois. Juste après, Très, très intéressant. Et on l'a vu, Kanki réfléchit pas à plus. Donc, à mon avis, oui, il y a des chances que ça passe. Hein. Ah, en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que. Comment dire? C'est presque un autre défaut de Kanki, on n'y a pas parlé. C'est. Enfin, le défaut, oui et non. Bah, si en récit. À Guyane, ça ne le gênait pas d'aller sur un terrain désavantageux. Si vous vous souvenez bien. Après, pour moi, son défaut, c'est vraiment le fait que Alors, ça, c'est un défaut de Uzen, parce que Uzen, Thanatos a dit tout à l'heure, il veut pas aller chercher la tête de son adversaire. Il voudra toujours essayer de le mettre de son côté si c'est faisable. Alors, on sait pas ce qui se passera s'il est face à Kanki, mais sûrement la même chose. Non. Il y a sérieux. Ouais. Après, du tout, là. Entre guillemets, on va laisser l'interrogation en doute, tu vois. Mais de toute façon, si Kanki reste sur ce qu'on a vu dans le manga, et on n'a pas de raison de penser le contraire, il va devoir aller chercher la tête de Uzen. Donc du moment où Uzen sait ça, il y a tout à faire. En fait, c'est Shibasho à l'envers. C'est-à-dire que Shibasho, c'était la même chose. Il savait que Shibasho venait chercher sa tête et il disait bah viens me chercher, moi j'ai mon armée, je vais te tabasser. Bon, ça n'a pas marché, mais il l'a fait factuellement. Après, tout à fait. Ouais. Juste, parce que je peux revenir sur... Enfin, j'ai pas envie d'extrapoler le débat. Je sais que Patrice, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure. Si tu es encore là. Patrice Non. On a perdu Patrice. Non, Patrice, c'est terrible. C'est terrible. Du coup, bah... Si quelqu'un veut faire... Thanatos, du coup, tu veux faire Kanki? Si vous voulez. Alors pour moi, donc déjà, Kanki, meilleur terrain possible, la forêt ou la montagne. Parce que c'est là où ces hommes seront tout simplement d'ailleurs. Et vraiment, pour moi, alors, on le sait, que, comme je l'ai dit, Usain est très à l'aise aussi dans ce domaine et ça renforce encore davantage l'idée du fort. Mais pour moi, justement, une forêt lui conviendrait parfaitement et un terrain assez étendu. Justement, en fait, le plan pour moi qui serait le plus efficace, c'est de forcer les hommes d'Usain à s'éloigner. En fait, un peu ce qu'avait fait Fuki face à Uki. En fait, les forcer à s'éloigner de plus en plus pour les prendre un à un et les éliminer. Et on le sait, par exemple, ça pourrait marcher sur un Aku. On a vu que Aku, s'il voit Kanki, il va lui foncer dessus. Et là, dans ce cas-là, petite frappe chirurgicale de Zeno ou du clan Shuma, et à plusieurs, il finirait par avoir Aku. Je pense qu'effectivement, il l'aurait pas dans un truc classique, c'est-à-dire que Aku ne tomberait pas, par exemple, face à un Zeno classique. C'est nous, mais à plusieurs et dans une attaque surprise, pourquoi pas. Même chose pour Maku. On a vu, Maku est sensible aux assassinats. Or, ça tombe mal. Pauvre Maku, que je vois vraiment mourir très facilement dans cette guerre. L'assassinat, c'est la spécialité de Kanki. Donc pour moi, en fait, ce serait une très longue bataille de guérilla où peu à peu, il entame les forces en énoyant les troupes de Usain, ou au contraire, il les force à s'éloigner pour aller attaquer Usain directement.
ça serait pour moi le scénario de victoire le plus probable, ça serait vraiment une espèce de guérilla vraiment violente où il essaie d'attraper tout le monde, et un peu comme ce qu'il faisait quand il était vraiment en bandit. Là, c'est le retour du bandit pour essayer d'attraper son adversaire. Donc pour moi, je le vois bien être tripé comme ça, le pauvre Aku et le pauvre Maku. Mais ce qui va lui poser problème, évidemment, c'est Sou et sa femme qui ont la sale tendance d'être toujours à deux. Par contre, s'il chope l'un des deux, ça peut être grave. Juste en vrai, je fais juste un petit disclaimer par rapport à ce que tu as dit quand tu as dit Aku pourrait être potentiellement celui qui sera en premier. J'avais oublié, mais tu vois, quand j'ai relu les plaines de Shukai, si Aku se fait avoir par le piège de Banonji et Gyuun, en fait, c'est parce qu'il a perdu patience et qu'il a voulu finir Banonji directement. Tout à fait. Et c'est bien le problème, c'est que je pense Aku va avoir une tendance à trop facilement tomber dans le piège, et face à Hussein, face à Kanki, c'est une exécution. C'est bien le problème, c'est que c'est une exécution. Et Maku, c'est la même chose. Quand j'ai dit, le seul couple, c'est le petit couple qui peut poser problème parce que les deux sont ensemble. C'est ça. Quelqu'un a un avis Donc justement, tu les forces à s'éloigner, et bah, il va finir par les avoir. C'est ça, ouais. Quelqu'un a un avis vite fait sur le scénario de Thanatos? Quelqu'un de présent? Bon, JB ou Patrice, qui l'un de vous est présent. Ou Yuki, où plus personne ne parle et on n'est plus que deux. Après, ça me dérange pas. Mais non, faut pas dire ça. C'est très bien, je suis jamais mort. C'est vrai. Enfin, pas encore, tout à fait. Attends le rhume demain. Alors, le mien ressemble vite fait au tien, même s'il y a 2-3 points où, enfin, il y a principalement un point où je suis parti à l'inverse. J'étais d'accord, t'avais parlé du fait de disperser sur plusieurs fronts ou pas? Parce que... Oui. Ok. Oui, tu disperses tout le monde en fait. C'est ça. Tu disperses. En raison, j'avais mis que l'objectif c'est d'éviter les trop grands engagements là où l'armée de Kanki n'est pas la plus efficace. Et derrière, en plus, ça limite Aku, So et Shiryu en théorie. Je dis en théorie. Alors surtout, attention, si j'ai précisé un front élargi, ouais. C'est plus une illusion. C'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est que pour moi, c'est le contraire. En fait, ça serait un front très élargi, mais genre où Maku tape dans le vide, tape quelques bandits qui servent à rien, et quand est-ce que les forces de Kanki, elles, se regroupent sur un seul. Ah, ok. En gros, je sais pas si tu vois, en gros c'est pas genre tu mets Raido à droite, il essaie de faire quelque chose. Non, tu concentres tes forces pour vraiment en buter un, puis l'autre, puis et ainsi de suite. Ok. Et du coup, tu laisses... Parce que moi, du coup, oui, j'avais laissé aussi le rôle de Zeno et Shuma, tu vois. Pour moi, ils auraient le même rôle qu'ils ont eu face à Kosho. C'est-à-dire, il va vraiment les utiliser quand il sera devant le QG, quoi. Mais... En fait, l'objectif ici, c'est vraiment, pour Kanki, s'il veut gagner contre Ozen, ça vient à contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, par rapport à mon scénario pour Ozen, c'est vraiment... il faut qu'il arrive à perdre l'attention de son adversaire, tu vois. C'est comme ça qu'il a battu Genpo, c'est comme ça qu'il a failli tuer Riboku. Il faut qu'il perde l'attention de son adversaire. Donc, comme tu le dis, un terrain comme des forêts avec des collines, c'est parfait pour lui. Même si je sais pas si ça va marcher contre Ozen, j'ai dit possiblement laisser certains fronts s'enfoncer. Pour, par exemple, avec Maku, non, c'était Aku plutôt. Comme tu l'as dit, c'est le prendre dans le... Oui, genre il va taper 2-3 mecs de merde où il n'y a rien, et puis tant pis. Ouais, c'est ça, ouais. Et derrière, essayer de prendre la tête d'Ozen. Alors pour moi, il pourra pas le faire s'il y va tout seul, il sera obligé d'avoir Zeno et Ushuma. Pour moi, comment dire, Zeno, il l'utiliserait pas forcément pour aller chercher Ozen. Zeno, il va principalement être utile pour retourner les situations, par exemple, où sur certains fronts vraiment qui pourraient le désavantager, il perd. Et alors, en fait, tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais du mal par rapport au scénario de Planky à voir vraiment comment il pourrait gagner. Même si, du coup, ce que tu as dit, c'est très juste. Alors, juste le point, du coup, je suis parti à l'inverse de toi. Je vais dire que j'étais pas d'accord, mais je suis parti à l'inverse. C'est l'erreur à éviter, justement. J'ai dit que l'erreur, ce serait de prendre son temps.
Parce que, justement, on l'a vu, si tu veux battre Ozen, en tout cas Riboku, les 2 fois où il a dépassé Ozen, c'est quand il l'a pris de vitesse, pas quand il l'a laissé prendre son temps. Donc l'objectif, ce serait vraiment, on engage les affrontements un peu partout très rapidement, un petit peu pour obliger l'armée adverse à se disperser. Et l'objectif, c'est tout simplement d'isoler l'adversaire qui aura perdu ton attention. Enfin, qui aura perdu l'attention sur toi. Mais je mets quand même des gros guillemets parce que je sais pas si ça marcherait contre Ozen, honnêtement. Là-dessus, c'est très compliqué. C'est pour ça que je parlais plus de prendre son temps. On a à peu près le même plan. C'est-à-dire qu'on a vu la même chose. Hein. C'est-à-dire que pour moi, oui, idéalement, en fait, il faudrait qu'il élimine Aku et quelques minutes plus tard, il tombe sur Usan. Mais est-ce que ça marcherait? Je suis pas si sûr. Ouais, c'est. Et à la limite, si t'as buté 80% dans l'élite de Usan, ça, même bien protégé et un Usain qui a pris son temps devrait tomber. Mais après, comme on a dit, c'est théorique. Après, tu vois, je le prends. Quelqu'un a un avis à rajouter? Ouais. Je le prends en compte parce que tu vois, genre, c'est. Pour moi, le scénario, il a le plus de chances de gagner. Après, ouais, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, pas de souci. Si JB veut rajouter quelque chose, puisqu'il ne peut pas parler, je lirai effectivement ce qu'il a marqué. Oui, c'est vrai, il faut lire. Excuse-moi, JB. Donc c'est vrai, faut pas oublier qu'il doit parler aussi. Non, mais après, s'il peut pas. Tu sais, là c'est bientôt la fin de l'event. Oui, en plus, c'est ça, oui. Donc on attend que JB marque, et comme je l'ai dit, pour moi, en fait, on ressemble assez, mais pour moi, c'est le contraire. Je suis pas sûr, en fait, que si tu charges Usain tout de suite, ça risque de fonctionner. Ouais, c'est ça. Non, Ok. Hussein, il faut comme j'ai dit tantôt, il faut pouvoir le coincer dans son fort et faut l'obliger à faire un fort. Faut qu'il se sente coincé ou qu'il doive s'échapper de là où il est et créer un fort dans un relief et dans des bois pour que il faut que la bataille puisse durer justement pour que Kanki puisse l'armée de Kanki puisse épuiser allez. Mais ça. Donc toi, tu partirais sur l'idée de Kanki qui tente un siège. Oui, le piège, quoi. Le piège et l'encerclement. Je me posais la question, est-ce que Kanki, il pourrait le faire, sachant qu'il y a d'autres fronts engagés? D'autres fronts Oui, engagés. en gros, là, le plan de Patrice, c'est que Aku sous tout le monde, surtout dans le fort. Ah. Oui, voilà, c'est ça. C'est que. Oui, ok, j'ai mal compris. En fait, c'est arrivé à les coincer dans une région où Sen, comme on l'a toujours présenté aussi depuis le début, où Sen ne s'engage pas dans une bataille qu'il n'est pas sûr de gagner. Donc, comme il ne sera pas sûr de gagner contre Kanki, il se barricade. Okay. Et puis voilà. Il faut que ça dure. Je peux te poser une question, Patrice, du coup? Oui. Du coup, c'est pas une question piège, quoi que ce soit, hein, c'est par rapport à ce que j'ai. Du coup, selon toi, c'est quoi l'erreur que Kanki devrait éviter? L'erreur à éviter. Justement, il faut que il arrive à ce que Hussein et toute son armée soient regroupés. Il faut qu'il arrive à les empêcher de se disperser pour que lui puisse bénéficier de son avantage de dispersion. Pour justement faire des petites attaques, des larcins, etc. Comme je dis, vider, épuiser les réserves. Juste pour être sûr qu'on se comprend bien, tu vois Kanki gagnant dans une situation équivalente à celle d'Ordo quand il a affronté Ozen. Oui, un peu comme ça. Oui, on va dire. Ok. Mais non, enfin oui et non. Oui, non, c'est un peu pas pareil parce que là,
Hussein, lui, c'était l'inverse. Hussein, à ce moment-là, lui avait fait croire qu'il était à un endroit et il n'y était pas. Hein, donc tous ces hommes étaient répartis ailleurs. C'est Non, l'inverse qu'il faut arriver à par la faire. situation initiale. C'est-à-dire La situation Ordo avec initiale. son armée et Ozen dans son fort. Parce que de base, oui, Ozen a bougé, mais bon, après, là, il avait l'occasion de bouger, c'est vrai. Oui, non seulement il avait l'occasion, mais il avait quand même aussi séparé son armée pour arriver derrière la porte, hein, et pour contrer Oui. l'armée qui avait été envoyée Ok, oui, ok, d'accord. Après, passer oui, derrière la porte. c'était une idée, mais après, je disais pas en mode la part de C'est ça qu'il Kampuku, faut hein, empêcher. mais je vois l'idée. Il faut empêcher que Hussein puisse disperser ses troupes ou préparer autre chose. Il faut l'empêcher de préparer des choses. Il faut qu'il soit regroupé pour que l'armée soit la plus grosse possible, sur place, bloquée, et consommer ses vivres et ses ressources le plus vite possible. Pour que, il faut perdurer, mais que ils aient très vite faim. Un soldat qui a le ventre vide, ça vaut plus rien. C'est un soldat mort. Ok, en vrai, c'est marrant, comme j'aime bien, j'aime bien. Et enfin, le plan de JB, lui se base sur le mental. Enfin, sur le moral, ça veut dire effectivement que les escarmouches iraient en la faveur de Kanki, c'est-à-dire qu'il finirait par tuer des officiers, ce qui mettrait à mal. En fait, parce que Kanki ne pourrait pas travailler Hussein comme il a travaillé d'autres généraux. Il serait obligé de s'attaquer aux généraux d'Hussein, d'attaquer le moral des généraux d'Hussein, mais il n'arriverait pas, je ne pense pas qu'il arriverait à attaquer le mental d'Hussein. En fait, c'est pas vraiment ce que dit JB. Ce que dit JB, c'est que à force, les officiers d'Hussein sont forcés de sortir, se font tuer, et au bout d'un moment, ça finira par affaiblir suffisamment Hussein pour aller pouvoir chercher sa tête derrière. Il va où comme terrain, JB? Pour l'instant, il est en train d'écrire. Ah, pardon. Ok. Une fois que ça dure suffisamment longtemps et que l'armée d'Hussein a trop faim, Hussein se rend et puis Kanki l'engage dans son armée. Okay. En vrai, c'est marrant. Là, pour le coup, on a vraiment des scénarios différents. Comparé justement à l'épisode d'avant. En vrai, c'est cool. Du coup, là, on attend la réponse du JP. Ma vraie Alors, il dit que c'est le gars, indéniablement le gars le plus rotor, le plus motivé. Quand ce type, t'as dans le collimateur, il te lâche pas, c'est effrayant. Oui. Factuel. Tu voulais dire quoi, Patrice? Non, je voulais dire, moi, ma réflexion principale sur les deux personnages, c'est que aucun des deux n'était fait pour être le grand général d'une armée. Ils étaient tous les deux faits pour être des sous-généraux, donc d'avoir un général principal et de servir ce général. Là, ils étaient les meilleurs. Mais à partir du moment où c'est eux qui ont on va dire les clés du fort, qui sont le calife à la place du calife, à ce moment-là, ils deviennent la cible. Ils n'ont plus leur autonomie. Ils deviennent la cible et ils deviennent faibles au lieu d'être forts. Oui et non, je pense. Enfin, comment dire? Ouais. En fait, Ozen, tu vois, l'avantage qu'il a, et en fait, d'ailleurs, je l'avais mis dans ses forces, c'est que lui, tu vois, pour le coup, il est vraiment capable de mener et d'organiser une campagne militaire. Donc, ouais, c'est un défaut. C'est ce que je pensais aussi. Hein, je pensais que Hussein serait un des meilleurs dans les grands généraux, mais il y avait cette faiblesse de la rapidité de réflexion face à une armée suffisamment importante pour percer au centre de son armée. Voilà, pour percer le centre de son armée et arriver en force à son QG. Je ne lui voyais pas cette faiblesse. Pas à ce point. En lisant, on s'en rend compte, mais c'est vrai que moi non plus, je ne le voyais pas sur le moment. Du coup, est-ce qu'on peut conclure? Oui, tout à fait. Bon, c'est assez simple, du coup, merci, on vous remercie, Thanatos et moi, du coup, pour vos présences et vos participations.
Vous êtes resté jusqu'au bout. C'est plus que le... Ouais, je vous remercie. Alors, comme on est sur une rediffusion, je précise quand même que tous ceux qui vont nous regarder, n'hésitez pas dans les commentaires à proposer, pas forcément des combats fictifs, mais des questions voilà, sur Kingdom ou sur d'autres mangas, parce que le Discord ne tourne pas que autour de Kingdom. Et nous, derrière, on pourra y répondre. Alors, soit on fera un event, soit juste, bah, c'est simple, vous rejoignez le Discord de Funi pour en discuter. Et ça pour dire que, bah, on est prêt. Il y a ton son qui est en train de devenir vraiment bizarre. Tu la voix chevrotante. Ouais. Règle ton son. On m'entend là ou pas? Oui, on t'entend, c'est l'émotion. Ah non, c'est mes écouteurs, à mon avis, surtout. Ah. Mais du coup, ouais, on m'a bien entendu ou il faut que je recommence Oui, enfin, on t'a entendu, quoi. On t'entend, mais ta voix est chevrotante. On dirait un petit vieux qui est usé. J'ai passé mes écouteurs, désolé. Alors qu'on essaye de motiver les gens à venir sur le Discord, ne vous inquiétez pas, on n'est pas tous vieux. Non, même moi, je ne suis pas vieux, mais... Moi, je C'est suis. quoi, Moi, je suis vieux. C'est quoi ce truc anti-vieux, Tona, là? T'assumes pas, là? J'assume pas mon âge, ok? Bref.